Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast du Salon des Arcanes, Voyage en cartothèque. Premier épisode de l'année 2024, donc je profite de cet épisode déjà pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et je suis très heureux d'entamer l'année avec un invité qui me tenait à cœur de recevoir, Grégory du compte Les Voix du Fou sur Instagram. Je suis doublement, voire triplement content de recevoir Grégory parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Ça fait à peu près 25 ans, je crois, qu'on se connaît. Et on s'est perdu de vue, retrouvé d'abord sur les mêmes études, le même parcours de carrière, même si avec des distinctions quand même assez importantes, mais à peu près. Et on s'est retrouvé un peu par hasard, en tout cas de mon côté, un peu par hasard sur la question du tarot. Je pense qu'on est on a tous les deux investi le monde de la cartomancie et du tarot de notre côté. Et à un moment, moi, j'ai retrouvé Grégory en mode « Ah, mais c'est toi ? Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Voilà, donc c'était amusant pour moi. Et donc, on va voir, je suis content de pouvoir partager plus largement sa vision des cartes et du tarot, puisqu'il en parlera lui-même. C'est un pro-tarot, contrairement aux oracles. Donc, Grégory, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, effectivement, très bonne année à tout le monde qui va nous écouter. Du coup, j'ai commencé à lancer un peu le débat sur tarot, oracle, petit Lenormand, jeu de cartes à jouer, j'en sais rien. On va attaquer direct. C'est quoi ton objet de cœur ? C'est sans aucun doute le tarot. Ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Après, dire quel tarot, c'est difficile. Je pense que je tire beaucoup le Rider-Waite-Smith et toutes ces déclinaisons modernes, réorchestrées, redessinées, etc. Ça, c'est sûr. Mais en ce moment, en fait, je suis beaucoup sur l'appréhension d'autres systèmes. Enfin, je j'ai beaucoup. On va rentrer direct dans le vif du sujet, mais j'ai une espèce de point qui me pose toujours problème dans le Rider-Waite-Smith, c'est la numérologie. Et je trouve qu'elle ne colle pas et j'arrive pas à me détacher de ça. C'est-à-dire que du coup, je n'utilise pas les nombres quand je tire du Rider-Waite-Smith. Je ne fais pas de liaison entre les nombres, si ce n'est que effectivement, si j'ai trois cartes qui sont des 3 ou trois cartes qui sont des 4, enfin, voilà, je vais en tirer quelque chose sur un peu la signification du nombre. Mais je trouve que, enfin, je n'arrive pas à relier ce système à la numérologie, que je trouve en revanche beaucoup plus clair. Par exemple, dans le Tot ou le Marseille. Alors que le Marseille n'est pas illustré, mais justement, comme il n'est pas illustré, on prend le concept, on prend le nombre, on prend la couleur, donc un denier ou autre, et on mixe les deux et on a un résultat. Voilà. Mais on a glissé très vite là-dessus. Ta question portait sur les oracles. Alors, les oracles, non, j'en tire pas. J'en ai quelques-uns, hein, j'en achète de temps en temps. Les oracles, je vais avoir plutôt un coup de cœur sur le design. Mais en vrai, je les tire jamais. C'est des jeux de cartes qui restent complètement dans leur boîte, donc j'essaye au maximum de pas en acheter. Il y en a qui sont hyper beaux, qui me font vachement envie, et en fait, je sais de toute façon que je ne vais pas les tirer, et donc je sais pas trop ce que je ferai avec. Pour qu'un oracle me plaise et que je puisse avoir envie de tirer les cartes avec, il faut qu'il soit en fait, j'aime pas réapprendre un système que quelqu'un a conçu alors qu'il existe déjà un système extrêmement clair, extrêmement précis. C'est le tarot. Je veux dire, on peut apprendre le système du tarot, on peut décliner le tarot à l'infini, mais je n'aime pas me cogner un sous-produit du tarot qui reprend soit une imagerie, soit une partie de l'articulation avec des suites, avec des trucs comme ça. Enfin, je trouve que c'est souvent des sous-produits, c'est des gens qui déclinent le tarot mais pas le tarot en entier, pas complètement, et qui du coup font leur propre système. Et en fait, ça m'agace. Voilà, je n'aime pas me replonger dans un système comme ça. Moi, ce que j'aime dans un oracle, j'aime qu'il soit utile tout de suite. Par exemple, l'oracle poésie, là, je sais pas si tu vois lequel c'est. Je crois que tu l'as maintenant en boutique, si je dis pas de bêtises, mais je l'avais eu en version indépendante anglaise sur une courte période. Je sais pas si j'en recommanderais puisqu'il est aussi disponible en français. Ouais, c'est ça, il est en mass market maintenant. Mais celui-là, par exemple, il a des mots-clés hyper lisibles et il a des illustrations qui sont un peu fantastique, un peu oui, un peu science-fiction. Enfin, je sais pas trop comment dire. Il y a un côté un peu planète, machin. Mais quand je le tire, je veux dire, je tire une carte, je peux la lire sans même aller ouvrir le livret. Je sais ce qu'elle raconte, je sais l'interpréter. Je peux l'associer à un tarot. Donc cet oracle-là, par exemple, j'aime bien le tirer. Souvent en complément du tarot.
Mais après, les autres, enfin, je sais pas, moi, quand je tire des cartes avec marqué amour, ça m'agace. Voilà. Enfin, donc, du coup, je les tire pas. Voilà, c'est des cartes que j'utilise pas du tout. Et le petit Lenormand, j'ai essayé, mais en fait, je trouve que le tarot, il est tellement riche. Il y a tellement d'images, il y a tellement d'allégories, il y a tellement, enfin, tu peux trouver tellement de trucs. Le normand, je trouve qu'à côté de ça, il y a très peu. Alors, je sais très bien la réponse qui va être faite. Hein, c'est ouais, mais c'est un sniper. Oui, mais il va directement droit au but, etc. Ouais, mais moi, ça me convient pas dans ma manière de tirer les cartes. Un truc qui va être trop restreint, trop précis, qui me laisse pas le choix à l'interprétation, qui me laisse pas le choix à un peu m'extraire du jeu, parce que c'est ça aussi l'intérêt d'avoir plusieurs jeux. Hein. C'est la signification de la carte, mais tu as aussi l'interprétation que quelqu'un en a fait et l'interprétation que toi-même tu as de cette carte refaite par quelqu'un. Ça, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire dans le tarot. Et ouais, le Normand, bah écoute, j'ai essayé, j'avais suivi la formation de Laura. Elle avait fait une petite, alors c'était pas très long, j'avais fait une demi-journée, je crois. J'avais acheté son livret aussi, et puis je sais pas, j'accroche pas du tout, je travaille pas du tout avec. Voilà. Exclusivement tarot et du coup tu parlais de c'est hyper intéressant et c'est tout à fait ça la richesse du coup d'avoir une cartothèque un petit peu conséquente hein, sans vouloir pousser à l'achat mais c'est que la diversité des jeux de tarot qu'on retrouve aujourd'hui permet effectivement de pouvoir s'appuyer sur une base solide, voilà, qui a été construite, qui a été argumentée, etc. Même s'il y a, comme tu disais, parfois des choses qui collent pas complètement ou qui nous conviennent pas complètement. Et à côté de ça, d'avoir la vision, la réinterprétation de quelqu'un et de pouvoir rajouter par-dessus la nôtre. Du coup, si on fait un petit survol rapide de ta cartothèque, t'en es à... Parce que Grégory, outre d'être un très bon ami à moi, est aussi un de mes meilleurs clients. Ouais, bah, on en a un peu parlé en off au début, là. On se disait que j'avais une cinquantaine de tarots par étagère et 6 étagères, plus d'autres tarots qui sont dans ma chambre dans des boîtes. Donc, bien 300, je pense, à ce jour. Bien 300. Et t'aimes bien, parce que je te vois, tu partages beaucoup sur le compte Les Voix du Fou, les achats que tu fais. Tu vas souvent à Londres, t'approvisionner. Tu commandes aussi beaucoup sur Kickstarter. C'est quoi un peu je sais pas, ton process de sélection, d'approvisionnement, Bah, c'est hyper compliqué à dire parce que je pense qu'il n'y en a pas de process. Je vais marcher au coup de... Alors en fait, ma grosse difficulté, c'est les jeux que je vois beaucoup sur les réseaux et que j'aime beaucoup sur les réseaux. Parce qu'ensuite, quand je les achète, je les ai trop vus et j'ai pas envie d'y toucher. C'est arrivé sur plusieurs jeux que j'ai achetés en fait parce qu'effectivement, on voit une carte, on voit deux cartes, on se dit ouais, il est beau, il y a quelque chose qui me parle là-dedans, on l'achète et puis en fait, il est partout et en fait, je sais pas, il me parle plus à moi. Donc ça, c'est un phénomène assez récurrent, même quand parfois, moi, j'ai effectivement commandé des jeux sur Kickstarter et je les ai un peu en avance. Je vais bien aimer jouer avec au début, et puis ils vont arriver, ils vont être partout, et en fait, je peux plus les toucher. Alors, ce qui est bien, c'est que tout ça, c'est des phénomènes de mode. Donc, en général, je sais que je peux poser mon jeu pendant un mois. Un mois après, j'aurai aucun problème à le reprendre parce qu'il sera plus nulle part. Et ça, c'est cool. Enfin, c'est cool. C'est un phénomène qui est très particulier, très réseau. Mais, euh, mais moi, ça me permet de redécouvrir mes jeux après coup et de prendre du plaisir ensuite à les tirer. Là où au début, en fait, ils sont juste trop partout. Et du coup, ils sont plus vraiment à moi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression de les partager avec tout le monde et qu'ils soient plus les miens. Euh, donc, j'ai tendance à... je vais acheter quand même hein, les jeux que je trouve très beaux sur les réseaux, mais je sais que quand je vais les avoir, je vais pas y toucher. Et parfois, je vais pas y toucher pendant 3 mois, 6 mois, 8 mois. Il y a des jeux, enfin voilà, je les ai ouverts, je les ai regardés, j'ai fait ah il est beau, je les ai rangés et en fait je les ressors maintenant, voilà, des mois et des mois après. Euh, voilà. Et donc qu'est-ce qui fait que j'achète un tarot? C'est hyper difficile à dire. L'aspect graphique est important. Enfin, par exemple mon jeu ultra préféré, le Fyodor Pavlov. Enfin voilà, je veux dire, enfin ce jeu-là, je trouve qu'en termes d'esthétique, en termes de compréhension des arcanes, de retranscription. Enfin, je trouve moi, à chaque fois, je suis époustouflé par ce tarot. À chaque fois, je tire une carte, j'hallucine de la beauté de la carte. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment
ce genre de jeu, c'est des jeux, voilà, coup de cœur vraiment sur le sujet. Après, j'achète des jeux parfois quand je vois une carte sur les réseaux et que cette carte, en fait, je la comprends pas ou je la comprends et je me dis, ouah, j'avais jamais vu ça. Et là, en fait, du coup, j'ai envie de savoir ce que l'auteur du tarot va dire des autres cartes. Parce qu'en fait, finalement, pour moi, un jeu de tarot, c'est quelqu'un qui me parle de son jeu. C'est quelqu'un qui t'explique comment il voit un arcane de tarot et comment lui, quand il fait un tirage, il l'interprète. C'est hyper intéressant, franchement. Et même, tu vois, enfin, par exemple, le Fiodor, il est quand même très proche de l'imagerie du Rider-Waite, mais il diffère quand même. Il a quand même sa vision des choses. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Des jeux comme ça où, enfin, franchement, ouais, tu vois une carte et tu dis, mais pourquoi mettre ça? Enfin, c'est quoi, pourquoi cette représentation? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis là, tout d'un coup, tu as une illumination, tu dis, ouais, mais c'est brillant, c'est une façon complètement différente. Et puis du coup, j'achète le jeu et en fait, j'ai l'impression, en regardant les cartes, en lisant le livret, de discuter avec quelqu'un. Enfin, je trouve qu'un jeu de tarot, c'est un livre. Hein. Enfin, je veux dire, on le dit souvent, on lit le tarot. C'est assez intéressant comme mot. Enfin, je veux dire, lire le tarot, c'est lire un livre. Enfin, on lit un livre d'images, on lit une imagerie. Et je trouve que ça, c'est vraiment, ça fait partie des trucs qui font que moi j'achète beaucoup de tarot. Parce qu'en fait, j'ai l'impression à chaque fois d'en acheter un, de discuter avec quelqu'un, de ah mais toi tu vois la carte comme ça, mais pourquoi tu mets ça, c'est bizarre, moi j'ai jamais vu ça, et c'est hyper intéressant, ça enrichit beaucoup. T'as Et des exemples de jeux comme ça où tu t'es dit tiens je comprends rien, qu'est-ce qu'il a voulu dire il faudrait que je te retrouve. Bah, par exemple, ouais, ça sur Si t'as un Ibito. truc en tête, hein, sinon. Bon, là, je regardais ma cartothèque en même temps qu'on se parle. Genre le Satsura Ibito, par exemple, il y a dedans des cartes où je me suis dit, ah, c'est marrant, genre, bah, prenons le roi de coupe, au hasard. Je la trouve vraiment différente. Enfin, elle a vraiment quelque chose d'étonnant et en même temps, je trouve qu'elle. Alors, je sais pas si vous voyez comment elle est, cette carte, c'est un petit papier avec cette C'est carte. un vieux monsieur qui tient une tasse de thé de Ouais, mémoire. exactement. Et du coup, enfin, ça me renvoie, moi, avec ce roi de coupe, à quelqu'un de réconfortant. Le thé que tu vas prendre chez tes grands-parents, les discussions que tu as un dimanche pluvieux, le feu de cheminée. Je trouve qu'il y a une ambiance qui sort, qui est pas du tout l'ambiance que tu trouves quand tu regardes la carte du Rider-Waite-Smith classique du roi de coupe. Donc, enfin, j'aime bien, voilà, ce genre de choses. J'aime bien les trucs un peu décalés. Et après, j'ai aussi tendance à acheter des jeux que je déteste, de prime abord. Voilà, il y a des jeux comme ça, je les vois, je me dis mais enfin franchement, j'ai pas du tout envie de tirer ce jeu-là et je sais pas pourquoi. Au bout d'un moment, je l'achète et souvent c'est des jeux qu'ensuite j'adore. C'est ces jeux avec lesquels j'ai ouais une première réaction de rejet. J'en ai un hyper clair en tête. Sinon, tu vas le reconnaître. Oui, le Orphic Tarot Le Orphic est Tarot. épuisé à l'heure actuelle. Hein. La créatrice a pas prévu, je crois, de le réimprimer, en tout cas pas pour l'instant. C'est une créatrice italienne expatriée au Japon. Il est très, il est très particulier effectivement. Il est tout en noir et rouge, avec beaucoup de. T'as l'impression que c'est en fait un peu raturé, un peu Ouais, gribouillé, alors qu'en fait ça représente, c'est inspiré de la mythologie. tout à fait. Mythologie grecque, ouais. Et et en fait, il y a vraiment il y a beaucoup de sang, beaucoup de larmes, beaucoup de flammes, beaucoup d'yeux. Enfin, de prime abord, il est saturé, quoi. Il est saturé d'imagerie, il est saturé de cette couleur, de ce rouge qui te saute aux yeux. Et de prime abord aussi, tu peux trouver effectivement les dessins un peu raturés, faits à la va-vite, pas Ça forcément. fait un peu brouillon quand tu parles de saturé. C'était moi brouillon, c'était un Ouais. peu l'idée que j'en avais. Et Et, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de se plonger. Ça peut donner un peu, il peut donner un peu mal aux yeux. Oui, je comprends. bah oui, et en même temps, enfin déjà, je trouve qu'il y a un travail énorme de croisement entre la mythologie et le tarot qui est juste dingue. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs cartes, et ça c'est intéressant aussi dans ce jeu. Il y a plusieurs cartes qui sont déclinées en plusieurs dieux. Donc par exemple, tu vas avoir, oh, je sais plus, je les ai pas forcément en tête, mais peut-être l'empereur, où tu vas en avoir deux différents, et c'est deux dieux différents. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, chaque dieu a ses propres propriétés, ses propres actions. Et du coup, tu peux voir une carte avec deux aspects différents. Enfin, je le trouve vraiment. Déjà, le livret est vraiment extraordinaire. Il est très très bon. Ensuite, une fois qu'on s'est habitué à cette patte graphique, elle est juste dingue. Enfin, franchement, c'est un parti pris graphique qui est incroyable. Enfin, je trouve qu'il a une puissance et en termes de tarot,
pour faire des tirages de l'ombre ou des choses comme ça, mais c'est un tarot, il est incroyable, quoi. Il est vraiment incroyable. Donc voilà, typiquement ce jeu-là, la première fois que je l'ai vu sur ton site, j'ai fait je veux pas du tout ce jeu-là, il me plaît pas du tout. Et puis en fait, je sais pas pourquoi, je suis revenu le voir une fois, deux fois, trois fois. Je J'ai me regardé rappelle, sur ouais. les réseaux, j'ai regardé plein de cartes, j'ai regardé des tirages, je suis allé voir ce que fait l'autrice, etc. Et puis finalement, je l'ai commandé et c'est un de mes jeux préférés, quoi. Voilà. Donc je sais pas si ça t'aide à comment est-ce que j'achète des jeux, Si, c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. je les achète un Finalement, il peu. y a quand même, tu disais que tu avais pas forcément de process ou de critères, finalement, il y en a quand même quelques-uns. Ouais, oui. Et puis après, il y a des jeux. Enfin, ça fait partie des trucs un peu bizarres. Des fois, il y a des jeux, je les achète en sachant que je vais jamais tirer les cartes avec, mais parce que le point de vue de l'auteur va m'apporter un truc et que j'ai trop envie de l'étudier. Voilà, j'ai trop envie de regarder les cartes, j'ai trop envie de faire des tirages avec pour voir ce que ça va. Je tirerai jamais les cartes à quelqu'un d'autre avec. Enfin, tu vois, par exemple, il y a des jeux comme ça. C'est des jeux que je vais tirer que pour moi. Et donc ça c'est toujours intéressant. Il y en a d'autres, je sais que je vais juste pas du tout tirer les cartes. Je vais regarder les cartes, les étudier, les comparer avec d'autres, les sortir. Par exemple, quand je fais des tableaux et que j'ai envie d'avoir plusieurs visions d'une carte, en général, j'en mets deux ou trois à côté d'autres jeux et ça me permet d'avoir un peu. Par exemple, moi, j'aime pas trop tirer des cartes de précision, tu sais, d'explication. Là, souvent, il y a des gens, ils ont une carte, ils la comprennent pas, ils tirent une deuxième carte. Moi, j'ai plutôt tendance à aller chercher la même carte dans d'autres jeux. Ce qui me donne, c'est pas une carte complémentaire, je reste toujours sur la même carte, mais j'ai des visions différentes. C'est comme si je discutais avec des gens, hein, comme si on était en atelier tarot, comme peut les faire Audrey Oracle-Inzel. Là, on peut faire des petits ateliers tarot. Et en fait, je tire trois cartes qui sont la même carte mais de trois jeux différents. Et en fait, j'ai trois personnes qui me parlent. Et ça, je trouve ça dingue. Et justement, ça c'est hyper intéressant parce que je crois que finalement, je connais peu de personnes qui sont impliquées à ce point-là, et en plus sans être professionnelles. C'est-à-dire que au-delà de la passion de la carte, tu as surtout la passion de l'étude du tarot. Avec donc souvent je disais que sur les réseaux tu partageais tes achats à Londres, etc. Je pense que tu te fournis aussi beaucoup chez moi ou à l'étranger, donc sur des jeux étrangers anglo-saxons écrits en anglais. Mais tu partages souvent, généralement, il y a toujours, avec tes jeux de cartes, il y a toujours des livres, il y a toujours des ressources. Et là, tu parlais aussi beaucoup des livrets qui accompagnent les jeux. Ça, c'est quelque chose que tu étudies vraiment, quoi. T'es vraiment... Ouais, je commence à avoir une très belle collection de livres sur le tarot. Enfin, tout comme le tarot est un livre qui me permet de mieux comprendre les arcanes, d'avoir le point de vue de quelqu'un, je trouve que les livres aussi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, ce qui est difficile, c'est que les premiers livres que tu vas trouver, ils sont quasiment tous identiques. C'est-à-dire qu'ils vont tous te faire la revue des cartes. Et ça, je trouve ça hyper chiant. Enfin, franchement, tu apprends pas grand-chose parce que c'est juste des gens qui déclinent finalement le bouquin original de Arthur Waite. Je sais pas comment on dit en français, là, The Pictorial Keys of Tarot. Je sais pas comment on dit. moi non plus, je crois qu'il a jamais été traduit d'ailleurs, mais... Les clés picturales du tarot, ou je sais pas comment on pourrait traduire ça, mais et je trouve que c'est souvent la même chose qui revient. Alors, avec quand même des bémols. Hein. Par exemple, le boulot qu'a fait Emmanuel Iger sur son bouquin, il est juste dingue. Hein. Enfin, je veux dire, elle a compensé, elle a compilé énormément de données dans un bouquin. Je pense que les débutants qui prennent ce livre, ils ont un peu de mal avec le nombre d'interprétations qu'elle peut te mettre sur une carte. Mais quand tu y reviens après en maîtrisant un peu les cartes, c'est passionnant. Mais bon, je trouve que la vraie difficulté, c'est ça, c'est tous les livres que tu vas trouver sont des livres d'interprétation des cartes qui disent tous la même chose. Euh, le magicien, avoir des outils, avoir le pouvoir, faire des choses, archétype masculin. Ouais, super. Et je trouve que c'est hyper dommage, ça va pas beaucoup plus loin. Alors ces derniers temps, j'arrive à trouver des bouquins qui vont vraiment plus loin. Alors après, il y a des gros pavés, hein, genre Benebelwen, enfin voilà, ce genre de bouquins sur le holistic tarot, par exemple. Là, il y a de la vraie recherche, il y a un taf énorme. Et ça, c'est des bouquins que tu peux pas lire en une traite. Hein. Enfin, clairement, il faut y revenir plusieurs fois. Mais ouais, je commence à avoir une belle collection de livres et effectivement, ouais, je sais pas si je dirais j'étudie le tarot parce qu'en fait, si je l'étudiais vraiment, je prendrais des notes ou je rédigerais des trucs à côté. Enfin, j'en sais rien. Mais effectivement, je pousse ma vision d'une carte le plus loin possible en utilisant la vision des autres, en m'appuyant, en, en échangeant, en discutant. Ouais, j'essaye de voir. En fait, je trouve que
presque une vision 360 d'une carte, quoi. En gros, on se met à 10 autour d'une carte, on la regarde tous et on dit ce qu'on voit, et on voit pas tous la même chose. C'est pour ça que d'ailleurs que j'avais fait quelques exercices sur mon compte pendant un temps. L'idée, c'était que d'abord chacun se rende compte qu'une carte peut dire plusieurs choses. Ça, c'est quand même quand on est débutant, on a tendance à apprendre. On apprend ce que dit une carte. T'es quand même bien emmerdé quand t'as, je sais pas moi, l'as de coupe, sphère émotionnelle. Ok. Et tu tires, je vois, tu la tires. Quelle est la solution à mes problèmes? Sphère émotionnelle. T'es quand même pas dans la merde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même assez compliqué. Et je trouve que c'est vachement intéressant de se nourrir de la vision des autres, de ce que les autres vont nous dire. On est souvent surpris de ce qu'une personne peut voir dans une carte. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle dit, la carte. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut penser de la carte. Et pour autant, ça peut être juste. Voilà. Et ça, je trouve que c'est passionnant. C'est Alors, intéressant. vachement, hésite pas à me couper. Hein. Non, non, mais c'est hyper intéressant. Mais du coup, c'est parce que donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas particulièrement, tu t'identifies beaucoup à la reine d'épée. Et donc, effectivement, tu as ce côté très structure, le côté aussi d'apprentissage et d'étude des épées, etc. Et en même temps, tu arrives quand même à reconnaître que il y a une diversité telle que dans une carte ne peut ne pas dire exactement la même chose dans telle ou telle situation. Donc finalement, tu sors quand même là un petit peu du cadre très rigide des épées, je trouve, parce qu'on le voit, il y a des personnes qui considèrent que la carte, elle doit se lire comme ça et ça sera comme ça. Il faut que ça rentre dans la case, et si tu la fais pas rentrer dans la case, c'est que t'as pas compris. Et puis il y en a d'autres qui vont complètement réinterpréter le truc en fonction de leur lecture, du contexte, etc. Et donc toi, tu te situes À mi-chemin des deux. À mi-chemin des deux. Très honnêtement, je pense qu'une carte a quand même une signification. Elle a, enfin, les gens qui se sont succédés depuis la première fois que quelqu'un a utilisé un jeu de tarot pour en faire de la divination ou pour lire quelque chose dans les cartes, les gens qui se sont succédés ont théorisé ce que voulaient dire les cartes. Il y a une doctrine qui s'est assise. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand on lit un Rider-Waite-Smith, on est quand même en train de lire la vision du tarot faite par une société secrète qui a complètement repensé ça en termes de recherche ésotérique. Enfin, je veux dire, on est en train déjà de lire le travail de quelqu'un qui a réinterprété intégralement un jeu. Et sachant qu'à la base, enfin, c'est ce que dit souvent d'ailleurs Emmanuel Iger, et elle a complètement raison, à la base c'est un jeu de cartes, c'est un truc pour jouer. Donc il y a déjà quelqu'un qui a réinterprété tout ça. Et en fait, moi ce que je me dis, c'est qu'il y a quand même, pendant toutes ces années qui se sont écoulées depuis la première fois que quelqu'un a utilisé le jeu pour lire l'avenir, ou lire quelqu'un, ou j'en sais rien, il y a une doctrine qui s'est assise. Il y a des éléments qui ont disparu, des choses que plus personne n'utilise aujourd'hui, des choses qui se sont reconnues, répétées, etc. Et je trouve qu'il y a quand même une vraie tradition du tarot que je trouve importante d'acquérir et d'être capable aujourd'hui, malgré tout, d'exprimer, parce qu'on s'inscrit quelque part. Alors ça, c'est un truc souvent sur les réseaux qui m'agace profondément. Je suis héritière d'une sorcière, sorcière de mère en fille depuis 50 générations, ou j'en sais rien. Et puis d'autres qui se revendiquent de dire ah mais moi je n'ai aucune attache, je n'ai aucun lien ésotérique et je tire les cartes quand même. Je trouve que là encore les deux sont justes et sont faux. Enfin je pense que quand on s'inscrit dans une certaine manière d'apprendre le tarot, d'apprendre les cartes, on s'inscrit dans une tradition et dans un héritage qu'on accepte de prendre. Et ça, je pense que c'est quelque chose que chacun doit bien avoir à l'esprit. Quand tu étudies des auteurs comme, je sais pas moi, Eliphas Lévy, Cour de Guébelin, enfin tous ces auteurs-là qui sont hyper classiques, aujourd'hui un peu old school, un peu décriés peut-être sur certaines manières de faire, mais quand tu les étudies, tu t'inscris dans une tradition et tu t'inscris dans un héritage que tu prends. Et je trouve que ça, c'est déjà hyper important. Donc, c'est-à-dire que même si ta famille ne tirait pas les cartes, tu as moyen d'avoir un héritage qui est le tien et dans lequel tu vas t'inscrire et contribuer pour la suite. Et je trouve que l'inverse est juste aussi, c'est-à-dire que ne pas avoir d'ancêtres, c'est les deux. C'est-à-dire qu'avoir des ancêtres, c'est hyper difficile. Enfin, avoir des gens avant toi, une ascendance qui tirait les cartes, c'est un héritage que tu veux pas toujours. Enfin, pour parler de mon cas personnel, ma mère tire les cartes, elle a appris elle-même un agent. Je n'ai jamais voulu apprendre à tirer les cartes avec ma mère parce que je n'ai jamais voulu l'héritage familial qui n'était pas le mien. J'en voulais pas. Et pour autant, tu vois, aujourd'hui, je te parle d'héritage quand je tire les cartes. Et clairement, je tire les cartes, voilà. Enfin,
c'est une belle contradiction. Je voulais pas de l'héritage et pourtant je suis en plein dedans. Enfin, je pense que encore plus même que ma mère pouvait l'être. Mais voilà. Donc je trouve que avoir une ascendance, c'est pas toujours quelque chose de positif, c'est pas toujours quelque chose de facile à prendre en compte, c'est pas toujours quelque chose d'aidant. Loin de là. Et à l'inverse, ne pas avoir du tout d'attache, ça veut pas dire qu'on peut pas s'inscrire dans une tradition et trouver voilà un peu du lien, du liant avec les gens qui nous ont précédés, quoi. Voilà, je sais pas si je suis clair dans ce que je raconte. Si, je pense que... Alors, c'est vrai qu'on est parti un peu loin dans le... On est très loin de la cartothèque. Effectivement, très loin de la... Oui, mais ça y joue, en fait. Moi, justement, le but du podcast, c'est aussi d'aller voir au-delà du simple objet physique. Qu'est-ce que ça... Quelle place ça prend dans la vie de chacun et pourquoi ça prend cette place-là. Et donc, pour toi, ce que tu nous exprimes, c'est que tu es allé... en voulant te détacher d'un héritage familial de sang, tu es allé chercher un héritage familial plus intellectuel, peut-être plus spirituel. Voilà, peut-être qu'à un moment, il y aura les deux pourront se reconnecter et se réunir. Mais c'est un peu ce que je pense. Je pense qu'effectivement, c'est partir pour mieux revenir. C'est pour comprendre où on vit, il faut partir, explorer d'autres modes de vie et revenir pour finalement avoir une vision plus objective du contexte dans lequel on était. Je pense que c'est clairement le cas. Alors après, il y a beaucoup de questions. Bon, ça va aller bien loin là, du coup, mais on en avait un peu discuté à la suite du Tarot Festival et tout. Enfin voilà, ma mère commence à avoir des symptômes assez poussés au niveau Alzheimer. Elle commence à perdre un peu de sa mémoire. Et en fait, moi, ça réveille énormément de choses là-dessus. C'est-à-dire que cet héritage que j'ai jamais voulu, bientôt, je pourrais peut-être juste pas l'avoir. Et du coup, ça met beaucoup de conflits intellectuels, mentaux. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose là-dessus sur lequel je suis en train de travailler. Mais bon, enfin, c'est passionnant comme sujet. Voilà. Tu travailles avec le tarot, du coup ? Un peu. L'idée, c'est aussi de me faire bientôt un peu accompagner pour justement... En fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi justement j'en veux pas. Enfin, et ça a toujours été. Je veux dire, depuis petit, je n'ai jamais voulu apprendre. En revanche, j'ai toujours eu des cartes. Genre, mon premier jeu de cartes, je l'ai acheté, j'avais 6 ans. Enfin voilà, ma mère a toujours eu des cartes, j'ai toujours vu tirer les cartes. C'était quoi d'ailleurs comme jeu ? Alors le tout premier, alors justement, tu vois comme quoi, déjà dès petit, j'étais un peu con, enfin un peu obtus. Ma mère tirant le Marseille, j'avais acheté un tarot des Égyptiens, je crois. Voilà, que j'avais acheté en brocante à 6 balles, je crois. Enfin, vraiment, c'était vraiment un truc qui valait pas grand chose, mais je tirais mes cartes égyptiennes. Voilà. Et en fait, pendant longtemps, je n'ai pas voulu tirer le tarot de Marseille. Peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, je tire beaucoup le white, d'ailleurs. Enfin, voilà. Et que je commence à revenir vers le Marseille. Je pense que le tarot, c'est pas mal un révélateur aussi de nous, quoi. De notre manière d'appréhender la vie, les choses. C'est un bel outil. Complètement. Et du coup, dans ton approche de l'objet dans le tirage, t'es plutôt, t'as commencé un petit peu à en parler. Est-ce que tu es dans une approche psychologique, divinatoire, coaching, conseil, ou un peu de tout? J'allais te répondre oui. Oui, un peu de tout, un peu de tout. En fait, j'ai du mal à avoir cette frontière-là, de dire là je fais du psychologique, là je fais du divinatoire, là je fais... et d'ailleurs, on n'est jamais à une contradiction près. Enfin, les gens qui font du psychologique pur te donnent des conseils, te donnent des cartes d'issue. Comment tu fais ça si tu n'as pas un peu la sensation, en tout cas, que tes cartes te permettent de voir la suite? Alors après, on peut se dire oui, c'est un conseil de psychologie, j'en sais rien, mais quand tu donnes une carte d'issue, tu fais de la divination. Enfin voilà, et donc c'est toujours assez marrant pour moi de voir des gens qui sont des vrais tenants du tarot psychologique tirer une carte de conseil ou une carte d'issue parce que finalement, ça commence à déborder du cadre, quoi. Enfin, voilà. Donc moi, je me mets pas ce cadre-là. Je trouve passionnant le tarot psychologique. Enfin, la manière d'appréhender les archétypes, d'appréhender un peu comment chacun réagit. Je trouve que c'est indispensable quand on tire les cartes pour quelqu'un de lui donner des clés d'action, de ne pas se limiter à il va t'arriver ça. Et ça, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, ça va pas aider la personne en quoi que ce soit, que la nouvelle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Enfin, c'est l'exemple qu'on donne souvent, c'est genre tu vas rencontrer quelqu'un, chouette. Genre tu vas le rencontrer au mois de mars, ok. Et la personne elle reste sur son canapé à regarder Netflix tout le mois de mars. Et là j'ai rencontré personne, bah évidemment. Enfin, je veux dire, t'es pas sorti, t'as rien fait.
Enfin, voilà. Donc, je trouve que les prédictions sont souvent dangereuses, hein, d'ailleurs. Enfin, les gens s'enferment dans un schéma de pensée lié à la prédiction. Et donc, je trouve que revenir vers du psychologique, c'est intéressant. Après, c'est pour ça que très souvent, quand je fais de la divination, je la fais que pour moi. J'aime pas trop la faire pour les autres parce que on parle pas tous le même langage. Enfin, je sais pas, tu sais, il y a souvent un message qui dit il y a ce que j'ai dit, il y a ce que j'ai voulu dire, il y a ce que vous avez entendu, il y a ce que vous avez compris de ce que j'ai dit. Enfin, tu vois, il y a et ça, je trouve que dans le tarot, c'est hyper flagrant. Enfin, c'est hyper flagrant. Tu vas dire quelque chose. Je crois que c'est Morgane Mounez qui avait fait une fois une story sur. Elle avait tiré les cartes à quelqu'un de sa famille. Je sais plus si c'était Noël ou Nouvel An ou je sais plus quoi. Et elle disait qu'elle regrettait de pas s'être enregistrée parce qu'elle avait dit des trucs et ils ont compris vraiment autre chose, enfin, ou en tout cas très différemment. Et revenant derrière un peu revêche en disant ah tu vois ce que tu m'as dit c'est pas arrivé, sauf qu'elle avait jamais dit ce qu'ils ont compris. Et je trouve que ça c'est hyper important. La pédagogie est un élément fondamental du tarot, hein, enfin la manière dont on va expliquer une idée, être capable de l'expliquer de plusieurs façons différentes. C'est pour ça aussi que avoir des jeux différents c'est intéressant pour expliquer un concept de façon différente. Donc ça c'est fondamental. Mais bon, enfin moi je m'interdis rien. Je pratique aussi la sorcellerie avec le tarot. Donc voilà, moi j'ai une pratique bien large qui va du plus psychologique, psychorigide possible au plus ésotérique et le plus éthéré possible. Je m'interdis rien. Et donc cette pratique, je rappelle, elle est non professionnelle et pourtant tu Absolument. parles de tirer les cartes à d'autres personnes. Donc Ouais. est-ce qu'il y a une évolution, peut-être une bascule envisageable, quelque chose de... Pas du tout à court terme. Enfin, non. Enfin, je me vois pas dépendre de ça. En fait, là pour le coup, c'est la reine d'épée qui revient à Donf. Il me faut une situation stable, il me faut un métier, il me faut un salaire. Et le tarot est pour moi un outil d'épanouissement personnel. C'est un outil. Ouais. Enfin, il y a vraiment. Je trouve que quand on maîtrise les cartes, quand on a en permanence quelqu'un avec qui on peut discuter d'un sujet. On a une méthode simple et pratique pour transporter un problème qu'on a dans la tête et qu'on n'arrive pas à résoudre en des emplacements simples qui vont nous aider à comprendre une logique, qui vont nous aider à réfléchir. Et je trouve que c'est fondamental. Donc pas du tout de pratique pro prévue à court terme, à moyen terme. Après, j'ai des trucs sur lesquels je travaille malgré tout, alors qui sont plus des projets perso à la base qui sont faits pour moi, mais qui pourraient dans un avenir devenir quelque chose de plus j'allais dire plus commercial, mais enfin j'en sais rien. Enfin pour l'instant je fais ces trucs pour moi. Genre j'ai commencé un projet de bouquin où je croise mon activité pro et le tarot par exemple. Et ça, alors je veux pas en dire trop pour pas qu'on pique mes idées, mais enfin là pour le coup je trouve qu'il y a quelque chose vraiment à faire et à tirer là-dessus. Je trouve qu'aujourd'hui, enfin le tarot il pêche par son image justement ésotérique. Enfin les gens ils pensent à Madame Irma qui va tirer 3 cartes et leur annoncer la mort du chat. Bon. Le truc, c'est que c'est un très bel outil pour poser un problème, comme je disais, enfin simplifier un problème, trouver des clés de lecture, identifier des conseils et avancer quand on n'arrive pas à en discuter avec quelqu'un ou qu'on n'arrive pas à exprimer clairement son idée. Et donc ça, je trouve, dans un contexte professionnel, c'est juste un outil dingue. Alors ça existe aujourd'hui, enfin il y a des gens, les cabinets de coaching professionnels aujourd'hui, ils te font beaucoup travailler sur l'image et sur la projection que tu peux avoir sur une image. Alors pas par le tarot parce qu'il a cette aura un peu particulière, mais je me dis il y a moyen de faire quelque chose de vraiment intéressant. Donc là-dessus, j'y travaille pas mal. Et puis bon, en ce moment, je publie un peu. Je viens de m'offrir un iPad parce que ça fait très longtemps que j'avais envie d'avoir un outil facile, pratique pour dessiner. Parce que j'ai toujours dessiné. Alors là encore, j'ai jamais pris de cours. Et moi, ça me fait plaisir de dessiner. J'aime gribouiller des trucs. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Enfin, j'ai vu plein de vidéos sur Procreate et je me suis dit, mais c'est dingue ce truc, c'est hyper facile. Enfin, en quelques minutes, tu arrives à créer des trucs assez dingues. Et donc là, en ce moment, je publie pas mal, de projets de cartes avec mon tarot nounours c'est un truc qui me suit depuis un moment. J'avais commencé à faire ça il y a des années sur des petites cartes en carton. Et en fait, là, ça revient vachement. Et donc, je me dis, avec cet outil-là, je vais peut-être pouvoir l'avancer comme j'aurais voulu. Tu vas nous faire les 78. J'espère bien. En fait, en tout cas, c'est mon projet, ouais. Ouais. Là, déjà, je me mets un premier projet, c'est finir les majeurs. J'ai profité, là, je suis en congé jusqu'au 14 janvier. Je vais en profiter pour essayer un peu de travailler plusieurs cartes sur le sujet. Alors après, ce qui est marrant, c'est que
typiquement, j'avais déjà fait des dessins des cartes. Et là, quand je les refais, je fais pas forcément les mêmes. Certains, oui. Genre le chariot, je l'avais dessiné, la forge, je l'avais dessiné. Enfin, je l'ai fait un petit peu différemment, mais en tout cas, ils étaient faits. Genre l'empereur, je l'ai complètement changé, par exemple. Enfin, voilà, il y a des trucs. Voilà, mais c'est marrant, c'est un processus créatif comme un autre. Et c'est aussi une manière pour moi de partager ma vision d'une carte un peu différente. Et c'est hyper intéressant. Moi, je pense à d'autres choses aussi là. C'est que tu as une approche et une pratique du tarot qui est très personnelle, un petit peu, même un petit peu réservée, un petit peu secrète, un petit peu solitaire, à travers cette étude, cette réinterprétation. Je pense que tu tires aussi les cartes toi régulièrement, sans forcément. Alors tu partages de temps en temps sur les réseaux tes cartes du jour, mais je pense que ça va au-delà de ce que tu peux montrer là. La preuve en est, c'est que ce que j'ai annoncé en introduction, c'est que tu étais déjà dans ce monde-là depuis un moment. Quand moi j'y suis rentré, je pense déjà, et je t'ai redécouvert quasiment après avoir lancé la boutique, je crois, où je me suis dit tiens, c'est toi. Donc tu as ce côté à la fois très isolé, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est vraiment juste de ton côté quoi. Côté lunaire, ouais, absolument. Et en même temps, tu aimes et tu as besoin de ce partage à travers ce que tu disais, pouvoir échanger avec des gens sur leur vision des arcanes, pouvoir éventuellement transmettre. Tu parles d'un livre, quand même, dans le livre, rédaction d'un livre, on est quand même dans une démarche de transmission. Tu parles de la création d'un jeu de cartes. Alors à moins que tu le gardes exclusivement pour toi, peut-être qu'un jour il sera diffusé. Voilà, on sait pas. On sait pas. Et tu es aussi investi. Enfin, tu fais des ateliers. Tu as même animé des ateliers pour une association. Il y a pas cette année, je crois. Ouais, l'année dernière. Enfin oui, 2023 quoi. Mais ouais. Donc, tu as à la fois ce côté très solitaire, très isolé, un peu ermite de j'ai ma pratique à moi. Tu parlais aussi de sorcellerie, etc. Je sais pas si on pourra creuser, parce que ça peut être intéressant, mais on n'est pas obligé. Et d'un autre côté, tu as tout ce partage-là avec les gens hyper nécessaire. Et je trouve que la balance et l'équilibre entre les deux est hyper intéressante. Ma carte préférée dans le tarot, c'est le pendu. Et le pendu, on dit souvent, il est ni vivant ni mort, il est entre deux mondes, quoi. Il est un peu au milieu des sujets. Et c'est un peu comme ça que je suis effectivement enfin, il y a toute une phase exploratoire de ma part d'ombre, de la manière dont je fonctionne. Enfin, quand je dis je suis reine d'épée, je suis 100% reine d'épée. C'est-à-dire que moi, l'aspect émotionnel n'est pas un filtre que j'ai pour traiter une situation. Je vais toujours traiter une situation de manière intellectuelle. Pourquoi ? Enfin, tu vois, pourquoi je réagis comme ça ? Et qu'est-ce qui fait que c'est pas du tout le cas des membres de ma famille, par exemple. Enfin, on est très différents. Pourquoi est-ce que moi j'ai ce spectre-là ? Pourquoi est-ce que moi je réagis comme ça ? Enfin, c'est des questions qui sont hyper intéressantes à se poser. Donc ça, ouais, absolument. Et pour venir, oui, plus largement, les Voix du Fou à la base, c'était un compte que j'ai créé pour être mon journal de tirage. Donc à la base, je faisais juste des tirages que je partageais sur les Voix du Fou. Oui, je partageais mes interprétations. En fait, l'idée, c'était d'avoir un cadre qui me contraigne à tirer des cartes régulièrement et à apprendre. Parce que, comme je disais, j'ai toujours eu des jeux de tarot à la maison, mais je n'avais jamais vraiment appris. Enfin, je lisais les livrets, les trucs comme ça. Voilà. Et à partir du moment où je me suis décidé à apprendre, je me suis dit que ce serait quand même bien d'avoir moi, j'arrive pas à journaler. Enfin, typiquement, j'arrive pas à ouvrir un cahier et à prendre une demi-heure pour me poser et écrire quelque chose. Souvent, quand je tire les cartes du jour, par exemple, je sais plus avec qui j'en discutais, qui me disaient, mais comment t'arrives à prendre le temps de faire ça? Mais les gars, je prends pas le temps. Alors, en fait, il faut imaginer le matin, genre, je suis en costume, j'ai mon sac, j'ai mis mon manteau, je tire 3 cartes, je les mets sur le truc, je les prends en photo et je pars. Et dans les transports, j'écris ma petite interprétation, je le partage. C'est pas du tout, genre, je suis pas là à dire, quelles sont les cartes du jour? Non, pas du tout. C'est vraiment un espèce de réflexe comme ça, et Instagram était très bien pour ça. C'est-à-dire que, genre, t'as l'image, tu mets quelques mots d'interprétation, et c'était très bien. Donc là, c'était ma vision initiale d'Instagram, et puis au bout d'un moment, plus j'ai progressé dans ma pratique, plus je trouvais que ça servait à rien, en fait, de journaler comme ça. Enfin, je voyais plus l'intérêt, parce qu'en fait,
aussi. Plus tu t'améliores dans ta pratique, plus tu vas profondeur dans les questions. Plus tu vas aller rechercher des choses qui sont hyper personnelles. Enfin, des fois, tu vas tirer des cartes et tu vas dire, tu prends un truc en pleine poire. Et en fait, t'as pas forcément envie de le mettre sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça m'a un peu arrêté. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, il me faut un autre support pour écrire ces trucs-là qui m'arrivent. Et en même temps, j'ai pas envie de journaler. Et en même temps, j'ai pas envie de faire ça. Donc, du coup, à un moment, j'ai foutu tout mon compte en archive. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'en fais de ce compte? Enfin, voilà. Et je l'ai laissé un peu en jachère pendant un petit moment jusqu'à revenir avec des exercices. Parce que là, on penche sur le deuxième côté que tu mettais en avant, c'est ce besoin effectivement de discuter, ce besoin d'échanger. Alors après, sous couvert d'exercice, l'idée c'était qu'il y ait une discussion qui se crée et qui soit assez facile. Enfin, voilà, je faisais des exercices que j'essayais de faire un peu ludique, un peu marrant. Enfin, genre, je sais pas, dans les derniers, j'avais fait la marieuse, je trouvais ça marrant, j'ai plusieurs cartes. Ça, c'est la princesse, vous êtes la marieuse. Voilà, ça, c'est prince 1, ça, c'est prince 2, ça, c'est prince 3. Lequel est le meilleur pour elle? Voilà. Et en fait, c'est des trucs assez marrants. J'avais fait poison, anti-poison. Genre, un patient arrive, vous êtes à l'hôpital, vous êtes aux urgences, un patient arrive, il a été empoisonné. Et son poison, c'est, je sais pas moi, le soleil. Voilà. Et quel est le contrepoison? Qu'est-ce que vous devez lui prescrire? Voilà. Et je trouve que c'est des petites logiques qui sont. Et il n'y a pas de réponse. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas de réponse toute faite. Le contrepoison du soleil, ça dépend ce que tu vois dans le soleil. Enfin, donc c'est assez intéressant. Les gens vont venir discuter, etc. Donc ça, c'était cool. J'ai fait ça pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, c'est quand même beaucoup de boulot, pas beaucoup de temps pour ma part. Un gros projet en 2023 avec un concours. Hyper exigeant que j'ai préparé sur toute l'année et un boulot en temps normal qui m'a pas laissé de temps et donc j'ai petit à petit arrêté de poster des trucs. Aussi un peu une crise existentielle du tarot. Euh, Enfin, du tarot sur les réseaux, je veux dire. Pas du tarot dans ma vie. Et j'ai l'impression que là, il est là définitivement. Enfin, j'ai l'impression qu'il partira jamais. Mais le tarot sur les réseaux, bon, voilà. Je, je sais pas, je trouve qu'on n'arrive pas à créer ce réseau, comment dire, cette émulation de gens qui sont là pour découvrir, pour apprendre et pour avancer ensemble, sans qu'il y ait tout de suite un rapport commercial, quelque chose à vendre, un truc. Moi, j'en ai marre qu'on essaie de me vendre des trucs. J'en ai marre qu'on me vende une masterclass, qu'on me vende une formation, je sais pas quoi, avec 45 vidéos qui font l'équivalent de 8 heures de cours avec un feuillet de 30 pages, sachant que sur les 30 pages, il y en a 12. C'est des photos en grand format. Enfin, ça m'exaspère. Et en fait, on voit beaucoup, beaucoup ça sur les réseaux. Et pourtant, avec des gens qui, je pense, ont vraiment des choses à donner et qui, du coup, moi, me saturent complètement. Et ça a tellement saturé mes réseaux que j'avais plus envie d'y être. Enfin, je sais pas si tu vois, mais et du coup, j'ai arrêté de poster parce que, en fait, ouais, j'étais saturé de ce truc commercial qui commençait à me bouffer, quoi. Et t'as senti t'as senti un changement Ouais, mais oui, clairement. est-ce que ce changement de point de vue, il est pas venu de toi non plus au fur et à mesure de ton évolution et de ta Non, pratique? non, je pense que quand j'ai commencé à vraiment m'investir sur le tarot, on était quasiment à un point de bascule. C'était un peu avant que tout le monde, enfin, tu sais, qu'il y ait cette grosse vague du regain du tarot, qui est tous ces gens qui s'y remettent, tous ces gens qui passent en professionnel. Et Qui est donc, venu je en pense que 2020 avec une certaine pandémie qu'on ne nommera pas. absolument, ouais, ouais, tout à fait. On est d'accord? Ce qui est logique, hein. Enfin, je veux dire, la pandémie a obligé tout le monde à se retrouver en mode ermite. Et l'ermite, il cogite, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas il y a pas de doute. Il y a un moment, il faut bien se poser des questions. Donc, moi, je trouve ça très bien. Je veux dire, il faut séparer les deux choses. Je trouve ça hyper bien que le tarot retrouve une place importante, que beaucoup de gens l'utilisent pour poser leurs questions, etc. Je trouve qu'on a une époque où il est assez fondamental de lâcher son écran 5 minutes, sortir un jeu de cartes, poser une question, se poser comme ça, discuter avec d'autres gens. C'est vraiment un outil majeur. Donc je suis hyper moi content que le tarot soit beaucoup démocratisé, qu'il soit revenu dans la vie de beaucoup de gens. Le pendant, c'est qu'évidemment beaucoup de gens font du business sur le tarot et je trouve que ça, sur les réseaux sociaux en tout cas, j'ai vu une bascule. J'ai vu une bascule de gens qui étaient là en train d'apprendre, partager des exercices, partager des challenges qui étaient toujours gratuits. Enfin, alors, ils pouvaient faire quelques prestations de tarot, mais voilà, à des gens qui se sont beaucoup professionnalisés. Et en fait, aujourd'hui, enfin, je trouve que c'est beaucoup saturé de ça. C'est beaucoup saturé d'offres commerciales. Alors, il n'y a pas que ça, hein, évidemment, mais je trouve qu'avec l'algorithme,
Parce qu'évidemment, enfin, les gens qui ont une pratique commerciale, ils ont, ils ont une bonne connaissance de l'algorithme et de la manière dont ils doivent être exposés pour que l'algorithme les mette en avant. Et du coup, évidemment, les gens qui ont une pratique commerciale postent beaucoup plus avec les bons éléments pour l'algorithme et donc ils sont ultra visibles. Ce qui écrase un peu tout le reste aussi. Enfin bon, bref, je sais pas si c'était ça la question que tu voulais me poser, mais enfin, en tout cas, ça, c'est quelque chose qui a fait que moi, j'ai eu un gros retrait des réseaux sociaux. Enfin, moi, je suis que sur Instagram, hein, on va pas se mentir. Les autres, j'ai pas envie d'y être, j'ai pas envie de multiplier les choses. Instagram était aussi un peu trop étroit sur les exercices que j'avais envie de faire, sur les textes que j'avais envie d'écrire. Enfin, voilà. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup posé question. Est-ce qu'Instagram est la bonne plateforme ou pas? Et tu parlais tout à l'heure des ateliers que j'ai pu. Enfin, j'en ai fait un officiellement pendant un week-end et un autre un peu informel entre gens de bonne compagnie avec l'association Étrange Tarot. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un regain pour moi un gros souffle, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une association. Il n'y a pas de logique commerciale. Alors effectivement, les gens payent une partie, enfin, mais c'est pour permettre de financer le fonctionnement de l'asso, les choses comme ça. Enfin, c'est vraiment très peu financièrement, ça coûte pas cher du tout. Ils ont organisé, alors enfin, faudra peut-être que tu invites Célie d'ailleurs pour en parler plus avant. Je vais pas parler peut-être trop de l'asso, mais je laisserai ça à Célie. Mais mais je trouve que c'est une asso qui m'a redonné un vrai souffle parce que ce sont des gens qui sont dans la même démarche que moi, c'est-à-dire apprendre, partager, comprendre le tarot et puis le plaisir de se retrouver, de se tirer les cartes, etc. Et donc du coup, avec cet asso-là, effectivement, il m'avait demandé d'intervenir au premier week-end qu'ils avaient organisé. Alors c'est du côté de Bayeux, hein, c'est en Normandie. Alors c'est trop marrant parce que moi je vais à Bayeux hyper souvent depuis plusieurs années. J'y vais, je sais pas, 4 fois par an, 4-5 fois par an. Et on s'était jamais croisés. Et donc depuis, chaque fois que j'y vais, on se voit. D'ailleurs, j'y vais à la fin de la semaine. Là. Ça va être sympa. On va se faire une petite soirée tarot encore. Donc cette asso, elle est vraiment cool. Le week-end, il était génial. On était vraiment pas très nombreux. On était, je sais pas, une vingtaine. Et donc il y avait. Alors c'est une asso qui est à la fois sur le tarot et sur les arts sorciers. Et donc il y avait deux sous-groupes pendant le week-end, un sous-groupe spécifique tarot et un sous-groupe plus spécifique magie des campagnes, enfin ce genre de choses. Et en fait, ça me va bien parce que les deux me vont bien déjà. Je me reconnais dans les deux. Et puis oui, j'aime l'esprit. J'aime, voilà. Enfin, à ce jour, il n'y a pas de pratique commerciale et c'est cool. Franchement, c'est cool d'être libéré de ça. Voilà. Bon, je veux pas non plus taper. Enfin, je veux dire, les gens, je sais très bien hein, que les gens qui ont une pratique commerciale, ils en vivent. Donc, ils ont besoin d'en vivre. Enfin, je veux dire, tu vois, j'ai pas de. Euh, je veux pas être moralisateur là-dessus. Je pense que mon vrai souci, c'est l'algorithme. Enfin, c'est le Oui, fait oui, et que puis je après, suis on mis à parle ça, quoi. aussi, tu parles de ton ressenti Bien sûr, personnel ouais, qui est forcément, enfin, je pense, partagé par d'autres personnes. C'est pas, je pense pas que tu sois tout seul, toi, à penser ça et à ressentir ça dans ton coin. ouais. Euh, Ça serait, pour le coup, là, ça serait peut-être un peu prétentieux de penser ça, et je sais que c'est pas le cas. Donc encore une fois, là, on ne parle que de ta vision, Bien puisque sûr. c'est Ouais, toi ouais. que j'interroge en l'occurrence, mais voilà, chacun a sa propre vision, on respecte évidemment tout le monde, on respecte les activités de tout le monde. Voilà, les gens Surtout ont sur pris. une activité comme tirer les cartes à des gens. Enfin, je veux dire, si personne vient te poser de questions, tu travailles pas, quoi. T'as pas de rentrée d'argent. Donc, je comprends tout à fait le besoin d'avoir des formations, des petits modules, des trucs que les gens vont consommer et qui finalement s'auto-alimentent parce que ça te donne un revenu de base. Je comprends tout à fait la démarche. Enfin, je veux dire, j'ai pas de, sur le fond, j'ai pas de difficulté avec ça. Moi-même, j'en ai consommé hein, des formations. Enfin, je disais tout à l'heure, j'ai fait celle de Laura sur le petit Lenormand. J'avais fait Tarot intuitif de Margot au tout début. Après, j'avais fait celle de Yéna. Enfin, je veux dire, j'en ai suivi plusieurs Emmanuel des formations. Iger, tu as fait des ateliers avec Oracle Tout à fait, Inzel, donc absolument. forcément, oui, oui, tout à fait. Tu es aussi consommateur de ça. Quand Ce que on tu apprend, dénonces, enfin, c'est c'est toujours important de. le marketing un peu exacerbé par Ouais. l'algorithme du réseau social. Bah ouais, parce qu'en fait, effectivement, dès que j'ouvre, en fait, j'ai de la pub, quoi. Enfin, j'ai l'impression d'avoir de la pub en permanence. Et ça, c'est vraiment un truc un peu qui fait que j'ai pris ouais pas mal de distance. Donc aujourd'hui, je poste plus grand chose. Enfin, sur le fond, j'ai pas posté d'exercice depuis très longtemps. On en avait un peu discuté. Alors, moi, j'ai plein d'idées. Enfin, ouais, j'ai plein d'idées de trucs à faire. J'ai vraiment plein d'idées et une motivation très limitée. En fait, je sais pas comment, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, l'idée de revenir poster vraiment, c'est-à-dire parce que là aujourd'hui, bon, je poste des stories, je m'amuse à vous poster
les petites vidéos que je fais sur les cartes que je crée là en ce moment, enfin ce genre de trucs, je trouve ça marrant. Ça m'amuse, mais c'est accessoire. Enfin, je veux dire, j'y passe pas de temps. C'est vraiment pas du contenu qualitatif, si je peux dire. Et donc en fait, l'idée de revenir à du contenu plus qualitatif me fait vachement envie. J'ai, je pense, pas mal d'idées de contenu qui pourraient être intéressants en plus pour des gens qui apprennent et tout. Et en même temps, j'ai un temps limité et vraiment, j'appréhende de me remettre vraiment à poster sur Instagram, voilà, des trucs. Bon, t'es pas Donc, obligé, il n'y a pas d'obligation. bah non, non, je Et suis on pas sent, obligé. on sent que tu as envie d'un côté et qu'en C'est même ça. temps, tu es limité aussi par le fait de ne pas être professionnel qui du coup, t'occupe ta profession, qui occupe Ouais, une oui et grande non, majeure partie de oui, ton temps. oui et non, parce que si j'étais professionnel, je pourrais pas du tout faire, je pense, les contenus que je fais, enfin, ou que j'aimais faire. Je- J'aurais besoin de vendre des trucs et moi je vends rien. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire, je pourrais pas faire les mêmes contenus. Mais non, c'est plus, ouais, je sais pas, c'est en termes de motivation, est-ce que je vais réussir à toucher ma cible? Parce qu'en fait, je veux pas me mettre dans une démarche de poster pour poster parce que l'algorithme a besoin que je poste. Et donc, poster. Enfin, tu vois, je ne veux pas faire ça. En plus, moi, je travaille dans l'écologie, donc le poids de la donnée numérique, il est énorme. Et donc, j'ai pas envie de rentrer dans l'algorithme. J'ai pas envie de rentrer dans ça. Et c'est plus ça qui me bloque. Alors des fois, je me dis, ouais, peut-être que j'ouvre un vieux truc, genre un vieux blog, un truc comme ça. Enfin, je sais pas trop, qui me permettrait ouais, de poster vraiment plus de texte. Parce que c'est ça aussi en fait. Enfin, Instagram, c'est instantané. Les gens, ils consomment de la story beaucoup aujourd'hui. Enfin, même moi, hein, quand je dis les gens, je m'inclus dedans. Des fois, je me rends compte que je suis en train de scroller des stories depuis genre 15 minutes. Et je me dis, mais waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Et j'ai pas envie de créer ça comme contenu. Tu vois, j'ai envie de créer des trucs un peu où les gens réfléchissent, se posent, effectivement, sortent leurs cartes. Du Pourquoi je coup, fais c'est ça? peut-être pas Pourquoi la bonne pas? plateforme, effectivement. Ouais, c'est ça. Mais typiquement, avec Étrange Tarot, on s'est créé un groupe de tirage. On a un WhatsApp sur lequel on se tire les cartes mutuellement. Et puis, c'est un peu une zone aussi d'expérimentation. Genre là, on vient de se lancer un peu euh, suite à une discussion. Bah, Célie en particulier me disait qu'elle faisait jamais de tarot prédictif. Elle faisait jamais de prédiction de, voilà, elle faisait pas de divination. Et je lui ai dit, bah ouais, enfin, tu fais des cartes de conseil. Enfin, exactement ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Tu fais des cartes de conseil, tu fais des cartes d'issue. Oui, mais pas trop l'issue, etc. Et elle me dit, ah, mais j'aimerais bien essayer, mais je sais pas trop comment. Bah là, du coup, j'ai créé un petit support avec un petit tirage. Et on est en train de se faire les tirages des 12 mois de l'année. L'idée étant de prédire un événement par mois, qui sera un peu un événement marquant, avec voilà un petit tirage facile en 4 cartes. Et l'idée c'est de, bah, à la fin de chaque mois, de se faire un petit bilan. Qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que finalement je peux le raccrocher à un autre événement que j'avais pas vu venir? Et comment est-ce qu'on peut affiner ça? Voilà. Et donc on s'est lancé ça. Typiquement, on a fait ça hier. Voilà. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Je trouve que c'est hyper enthousiasmant, quoi. Enfin, ah, t'as jamais fait ça? Bah tu sais quoi? Vas-y, on le fait. On sort des cartes et puis on y va, quoi. Ça, je trouve que c'est le bon esprit. Enfin, c'est ce que moi j'aimerais trouver sur un réseau qu'on appelle social. Voilà. Mais bon, c'est pas trop la tournure que ça prend en ce moment. Non, mais c'est bien qu'il y ait des alternatives qui se créent à travers des ateliers Clairement. en physique, des associations, des événements. Ça, c'est chouette de pouvoir recréer aussi du lien après cette période. On parlait de la pandémie et de Mm. l'ermitage, entre guillemets. C'est bien de pouvoir retrouver aussi ce lien social parce qu'effectivement, le tarot, il traite de l'humain. Il traite de la vie humaine, il traite des émotions, de l'intellect, du matériel, et bah, le meilleur moyen de se confronter au tarot, c'est encore justement de se confronter à cet humain et à cette vie humaine et à ce matériel. Et donc, Après, c'est tu peux avoir une pratique du tarot qui ne consiste qu'à explorer ton inconscient, hein. Enfin, il y a des gens qui tireront jamais les cartes pour d'autres. Et moi, pendant des années, j'ai pas tiré les cartes pour d'autres personnes. D'ailleurs, une des premières expériences que j'ai eues pour tirer les cartes à quelqu'un d'autre, ça s'est pas exactement passé comme je l'aurais voulu, hein. Enfin, on parlait tout à l'heure de pédagogie, de capacité à faire comprendre un message. Typiquement, j'avais fait un tirage pour quelqu'un qui m'avait vraiment demandé, qui avait insisté, etc. Et donc j'avais accepté. Et je n'ai pas réussi sur ce tirage à lui faire comprendre ce que je lui disais. En fait, la personne me renvoyait: «Ah, donc c'est ça qui va m'arriver». Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Et je reformulais:
ah oui, non, mais ça conforte bien, donc c'est ça qui va m'arriver. Mais pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Enfin, tu vois, et en fait, j'étais hyper frustré. Hyper frustré. Et après, je me suis dit, c'est bon, je tire plus les cartes pour les gens. Déjà, je le tirais pas avant, j'ai pas envie de tirer à la suite. Et finalement, bah, c'est revenu, j'allais dire malgré moi. J'ai fait, ouais, des collègues qui m'ont demandé de leur tirer les cartes au boulot. Il y a eu, typiquement au week-end avec l'association Étrange Tarot, je sais pas, j'ai dû faire 12 tirages dans la journée. Il y a plein de gens qui sont venus me demander de tirer les cartes. Enfin, et là, pour le coup, ça s'est hyper bien passé. Alors, je me dis peut-être que la première expérience était bienvenue. Elle était là pour me rappeler que on parle pas tous la même langue, même si on parle tous français, mais pas de la même manière. Enfin voilà, mais bon. Donc ça, ouais, c'était intéressant. Et comment tu expliquerais le fonctionnement en lui-même? J'aime bien poser cette question, puisque tu parlais d'explorer l'inconscient. Du coup, est-ce que les cartes ne sont qu'un reflet inconscient et en fait, quelle que soit la carte qui pourrait sortir, ça permet d'aller explorer une partie de nous-mêmes? Est-ce que les cartes qui sortent, elles sont sorties parce qu'elles devaient sortir à ce moment-là pour répondre à cette question-là? Et du coup, est-ce qu'elles sont guidées par une partie de nous inconsciente, par une partie de nous, par une âme, par exemple, par une source, par un univers, par un dieu, comment tu conçois, toi, le fonctionnement de la carte? C'est une vaste question. Je la conçois pas comme étant aléatoire, genre n'importe quelle carte qui sortirait me délivrerait le même message. Enfin, je vois pas. Enfin, si c'était le cas, on n'aurait pas besoin d'avoir 78 cartes, on n'aurait pas besoin d'avoir un système. Je, enfin, je trouve que je comprends hein, les tenants de ça, c'est de dire c'est pas magique, c'est pas, c'est un outil psychologique. On vous met des images, vous réagissez à des images. Euh, c'est sécurisant. Enfin, je veux dire, pour tout le monde, c'est sécurisant. Quand tu vas chez un psy et qu'il te fait un test de Rorschach, euh, tu vois une tâche, mais tu vois des trucs. Et c'est sécurisant pour toi de te dire que finalement, c'est que ton inconscient. Mais sur des tâches d'encre, finalement, ça se comprend. Sur des représentations classiques qui ont un sens, qui ont une signification, qui sont normées, enfin, je veux dire, il y a une norme quand même d'interprétation. Alors, on peut y aller en freestyle et se dire, bah, je comprends ce que je vois sur la carte, etc. Et des fois, des gens voient des trucs qui sont pas du tout le sens de la carte, et donc ça pourrait donner raison à ce type de lecture, mais j'ai quand même du mal à me dire c'est du pur hasard et c'est n'importe quelle image. Dans ce cas-là, prends pas un tarot. Enfin, je veux dire, prends des cartes postales. Enfin, d'ailleurs, il y a des gens, je crois, qui tirent les cartes avec des cartes postales. Oui, ou avec le Dixit, c'est très à la mode. Ouais, mais tu vois, encore une fois, le Dixit, c'est des images. Enfin, là, pour moi, c'est de la projection. C'est peut-être pas du tarot, quoi. Enfin, parce que du coup, dans le Dixit, t'as pas le système. En fait, c'est ça, là, pour moi, la vraie différence. Dans le tarot, tu as un système qui est normé. Tu as des majeurs, tu as des mineurs, tu as des suites, tu as une progression entre les personnages de cours et puis les mineurs qui sont juste numérotés. Enfin, je trouve qu'il y a, quand, enfin, quand tu tires une carte et pas une autre, ça te dit quelque chose. Quand tu tires la mort et pas la tour, quand tu sais lire les cartes, après évidemment, peut-être quelqu'un qui sait pas lire, les deux vont lui dire la même chose. J'en sais rien. Mais toi qui sais lire les cartes, quand tu tires la mort ou quand tu tires la tour, tu ne lis pas la même chose. Et pourtant, visuellement, il n'y a pas grande différence entre des gens qui sont projetés en dehors d'une tour et qui vont s'écraser en bas et la mort qui vient couper des têtes sur son cheval blanc. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est euh, pareil. Quelle différence tu fais entre l'impératrice, la reine de coupe, la reine de bâton? Enfin, si tu prends que la représentation, tu vas dire ah bah je vois une reine, elle est assise en majesté, voilà. Enfin, quel message ça te donne? Alors que si tu dis c'est la reine de coupe, ben, t'as un message complètement différent. Enfin, c'est pas. Voilà. Donc moi j'ai du mal à me dire que c'est du pur aléatoire. D'ailleurs parce que ça me permettrait pas d'expliquer pourquoi parfois, genre souvent ça m'arrive quand je tire les cartes du matin. Genre enfin je mélange mon jeu, il y a une carte qui saute et je me dis ouais non mais elle a sauté, je la remets, mais je la regarde quand même. Enfin, tu vois, je la vois, je la remets, et je tire les cartes et elle ressort. Comment tu expliques ça si c'est que. Alors, on va se dire, en termes de probabilité, c'est possible. Évidemment, parce que j'ai les cartes dans ma main, en termes de probabilité, c'est possible. Mais comment t'expliques dans ce cas-là, parfois, que sur une semaine, tu vas tirer 3 fois la même carte? Alors, c'est les synchronicités. Après, on va te dire, ah, mais c'est parce que tu l'as déjà tiré, que tu te rappelles que tu l'as tiré. Mais, enfin, je trouve qu'il y a une part quand même que je trouve assez difficile à expliquer avec juste de l'aléatoire. Je trouve que c'est quand même assez compliqué. Et puis même sur l'interprétation. Enfin, dans ce cas-là, en fait, on n'aurait pas besoin d'interpréter. On demanderait juste aux gens de dire ce qu'ils voient être la carte. Et à quoi sert le tarologue
s'il est juste là pour laisser la personne. Alors, il y a du tarot projectif. Hein. Enfin, il y a des gens qui font ça. L'idée, c'est de faire parler des gens, etc. Mais les trois quarts du temps, le tarologue, il est là aussi pour resituer la carte, donner des clés de lecture, ouvrir des sujets de réflexion. Et comment tu le fais si tu te bases que sur la projection de la personne qui tire les cartes? Dans ce cas-là, ou sinon, t'as pas besoin de la carte. T'as besoin juste que la personne te parle. Bref, je sais pas si ça répond à ta question. Toujours est-il que j'ai du mal sur le simple aléatoire. Voilà, Donc il y a bien quelque chose qui guiderait la sortie des cartes. Moi, je trouve que c'est un objet, le tarot, qui est mystérieux depuis très longtemps et c'est pas sans raison. Voilà. Je pense que toute personne qui a tiré les cartes depuis quelque temps ressent ce truc un peu inexplicable de cette carte elle est sortie à tel moment quoi. Genre des fois quand tu fais un tirage, t'as un éléphant dans la pièce et en fait la personne ne le voit pas et toi t'es là, t'essaies de lui dire et là t'as la garde qui arrive et qui lui fout un bazooka en pleine tête et tu te dis mais peut-être que c'est aléatoire mais enfin je sais pas, j'ai du mal avec cette théorie du pur aléatoire. Pour moi il y a quand même quelque chose de Mais du coup, est-ce que tu as une croyance ou une projection de ce que ça pourrait être ce quelque chose qui ne rendrait pas le tirage aléatoire? alors, rien de théorisé. J'ai pas une vision genre l'univers ou les anges ou je sais pas quoi. Je suis pas vraiment sur ce genre de concept. J'ai plutôt tendance à considérer que moi je charge mes jeux en énergie. Je les purifie. Enfin, j'ai ce genre de pratiques là qui sont un peu. J'adore ça aussi quand je vois sur les réseaux. Ouais, pas besoin de purifier, mais tu as besoin si tu ressens le besoin, t'en as besoin. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est oui, c'est pas obligé, mais si toi t'as envie de le faire, rien ne t'empêche de le faire. Enfin, tu vois, mets tes croyances quoi, mais mets ce que t'as envie. Et donc moi je les purifie, moi je les recharge beaucoup, mais à mon énergie. Ce qui fait que, alors moi j'ai aucun problème parce que des gens touchent mes cartes. Je crois que vous avez évoqué ça avec Taronaute dans le. Elle disait sa grand-mère, je crois, elle laissait pas toucher les cartes, un truc comme ça. J'ai écouté le podcast hier. Euh, et alors moi j'ai aucun problème à ce que les gens touchent les cartes. En revanche, ça m'est déjà arrivé qu'après que certaines personnes aient touché les cartes, je ne puisse plus tirer le jeu. Je sais pas comment dire, mais je l'ai récupéré et en fait je l'ai rangé. Voilà. Et je l'ai repurifié, rechargé, etc. Ça n'arrive pas à chaque fois. Il y a plein de fois où des gens touchent mes cartes, tirent les cartes, j'ai aucun problème. Enfin, moi je prête mes cartes sans aucun problème, j'ai pas de religion là-dessus. Mais il est effectivement déjà arrivé qu'après que certaines personnes aient touché mon jeu, et je sais pas l'expliquer, hein, c'est pas des gens forcément qui avaient une mauvaise énergie ou j'en sais rien, mais je récupère le jeu et je sais pas pourquoi c'est plus mon jeu. Donc je le range. Voilà. Et j'y reviens plus tard. Ça me fait penser à l'allégeance des baguettes dans Harry Potter. Absolument, ouais, tout à fait, absolument. Mais c'est marrant, ça le fait pas avec tout le monde. Enfin voilà, il y a vraiment des gens, ils vont toucher mes cartes, ils vont regarder, ça me pose aucun problème. Je sais pas l'expliquer. Ça pour le coup, c'est juste parfois, genre je récupère mon jeu et quand je le tiens, il, alors, je vais pas dire il vibre pas parce que je sens pas de vibration. Enfin, je sais pas expliquer ça, mais il sonne pas pareil, c'est pas le même. Enfin, tu vois, c'est genre une cloche et elle sonne un peu faux, comme la cloche fêlée quoi. Genre, normalement, ça fait ting, et là, ça fait un bruit bizarre, quoi. Un bruit de casserole. Bref. On est très loin de la cartothèque, hein, quand même. Non, non, forcément. Enfin, moi, je trouve pas. Je trouve que la cartothèque, c'est un. Un prétexte, ouais. Voilà, exactement. C'était le mot que je cherchais, un prétexte. Exactement. Pour explorer l'univers du tarot. Je pense que là, on l'a largement exploré. Ça fait un peu plus d'une heure. On va clôturer tranquillement. Je me posais encore peut-être une question ou deux. C'était, tu nous as expliqué comment tu pouvais sélectionner tes jeux à l'achat. Comment tu les sélectionnes du coup? Là, tu parlais justement de retrouver des jeux que tu avais pu prêter ou que des gens avaient pu manipuler et que tu ressentais qu'il y avait quelque chose qui te convenait plus, enfin, il y avait une vibration différente. Ouais. Comment tu sélectionnes le jeu que tu vas utiliser au moment où tu l'utilises? Est-ce que c'est au pif, tu attrapes le premier qui vient? Est-ce que Alors, ça dépend. Pour moi, je vais avoir une palette de jeux beaucoup plus importante que si je tire pour quelqu'un d'autre. Si je tire, en fait, ça dépend à qui je tire et pourquoi. J'ai pas des jeux référencés, genre Travail de l'ombre ou pas. Ça, j'ai pas. Je trouve qu'on fait du travail de l'ombre avec des jeux hyper lumineux. Enfin, j'ai pas de. Enfin, si le tarot il veut t'emmener sur ce sujet-là, tu vas y arriver, quel que soit le jeu, quel que soit.
peux avoir des petits bisounours et des trucs hyper lumineux et avec des gros dessins. Si tu as quelque chose à voir et que le tarot te le montre, la carte peut être la plus mignonne du monde, tu vas le prendre dans la poire. Donc j'ai pas ce genre de réflexe-là. J'ai pas des jeux marqués euh, pour un truc ou pour un autre. Alors évidemment, genre, on parlait de l'Orphic Tarot tout à l'heure. C'est plutôt un jeu que moi je vais utiliser le soir. Enfin voilà, quand je suis sur des périodes un peu de tirage de rituels ou des choses comme ça, je vais plutôt prendre l'Orphic par exemple. Mais c'est pas. En gros, je peux l'utiliser pour tout à fait autre chose, c'est pas un sujet. En revanche, alors quand je tire pour moi, n'importe quel jeu, j'ai pas trop de tabou là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la vision de l'auteur et d'avoir des réflexions là-dessus. Donc pas de sujet. Quand je tire pour les autres, j'ai plutôt tendance à revenir à l'essentiel. Et donc soit au Rider-Waite-Smith classique. En fait, j'allais dire ça dépend de qui je tire. Quand je tire avec quelqu'un qui connaît pas trop le tarot et que c'est une des premières fois que quelqu'un leur tire les cartes, etc., je vais revenir vraiment à l'essentiel. Le Rider-Waite-Smith direct ou genre le Fyodor avec vraiment des représentations très proches du Rider-Waite-Smith. Je vais pas m'écarter. Ou le This Might Hurt, enfin ce genre de choses. Des choses vraiment très un peu réorchestrées mais très proches de l'original. Vraiment pas de tangente. En revanche, si je tire les cartes à quelqu'un qui connaît bien le tarot, avec qui je vais pouvoir discuter de l'archétype, etc., je vais prendre des cartes. Là, je vais me faire plus plaisir. Je vais peut-être aller sur des cartes un peu différentes, qui vont poser un peu question, qui vont explorer d'autres faces, etc. Mais en fait, plus le tirage est sérieux, plus je reviens à l'essentiel. Voilà. J'aime pas avoir des jeux euh, trop distants de l'imagerie classique quand je dois faire un tirage sérieux. Alors, ils sont peut-être tous sérieux, mais pour moi, je les trouve moins sérieux que pour les autres. Enfin, voilà. Quand je tire les cartes pour quelqu'un, j'aime bien que ce soit bien cadré, enfin, voilà, quand ça part vraiment dans tous les sens, quand c'est trop loin de l'imagerie, j'ai la sensation que ça peut partir un peu à côté. Et il y a des jeux que j'adore, par exemple, j'adore vraiment, genre le True Heart Intuitive Tarot, tiens, je l'ai sorti là. Je sais pas si tu vois lequel c'est, mais bon, bref, il est comme ça. Celui-là, je l'adore pour moi, vraiment. C'est un de mes jeux ultra préférés. Je l'adore, je l'adore. Il est vraiment magnifique. Enfin, c'est typiquement la Reine d'épaisseur. Je sais pas si tu la vois bien, mais je trouve que c'est graphiquement incroyable. Mais dès que je tire les cartes pour quelqu'un d'autre, il sort toujours des cartes qui sont hyper dures à interpréter. Genre, par exemple, ce 5 de denier. Alors, pour moi, tout seul, pour mon interprétation, je vais trouver. Quand je vais dire pour quelqu'un, je trouve que c'est hyper dur à expliquer. Pour les gens qui du coup n'auront pas l'image, Ouais. la carte qui représente le 5 de denier, c'est un œil au milieu d'un trou noir avec 5 deniers autour, et il y a une main qui semble une main un petit peu griffue, un petit peu voilà, un peu une main, tu sais pas trop si c'est une main d'animal ou de sorcière ou c'est un petit peu, les doigts sont un petit peu crochus là une main comme ça, noire. et qui tient un des 5 deniers qui entoure ce trou au fond duquel il y a cet œil qui te regarde au milieu d'un parterre de fleurs. C'est effectivement, et donc est-ce que tu as exploré la vision de l'auteur sur cette Ouais, alors le livret aidait pas beaucoup. Le livret aidait pas beaucoup. Il donnait un peu les visions classiques, voilà. Mais en fait, c'est pour le coup en discutant avec d'autres personnes que la signification. En fait, l'œil, c'est comme la personne qui est en dehors de l'église. Alors, si tu prends la carte classique du 5 de denier, tu as des personnes en haillons qui sont sous la neige devant une église qui clopin, ouais. Voilà. Et donc, c'est des gens qui sont en dehors, en marge de cette église qui est censée être réconfortante. Voilà. Et donc, on a vu cette vision-là comme étant ce jardin-là, il est extraordinaire parce qu'en fait, tu trouves des deniers partout dans la nature. Il est hyper riche, il est luxuriant. Il suffit de se baisser pour ramasser. Et en fait, tu as quelqu'un qui est en dehors de cette sphère-là et qui regarde avec envie l'idée de pouvoir accéder à ça. Et donc, ça donne une vision très différente, mais et tu vois, alors pour moi, je vais l'interpréter comme ça ou un peu différemment selon comment je vais tirer. Mais pour quelqu'un d'autre, j'ai besoin de revenir à la vision normale. Je pense que ça participe de cette pédagogie dont tu as beaucoup parlé au cours de cet épisode. Cette pédagogie, justement, voilà, effectivement, je vais pas revenir sur cette expression parce qu'en plus,
littéralement, elle est très très longue entre ce qu'on a envie de dire, ce qu'on dit, ce que les autres comprennent, ce que les autres ont envie de comprendre, etc., etc., etc. Donc oui, la pédagogie en tirage est hyper importante et du coup revenir à la base. Je suis un peu dans le même cas que toi. Si je dois tirer les cartes pour quelqu'un, je vais revenir très très facilement sur le rider classique ou le Marseille Weight d'Emmanuel Liger. Enfin voilà, je comprends tout à fait. Et je pense que je l'avais pas forcément intellectualisé, mais en discutant, ça me fait penser à ce besoin et à cette nécessité de pédagogie dont tu parlais. Bah oui, puis ce besoin de revenir à l'essentiel de l'archétype en fait finalement. Enfin, c'est quelque chose qui a quand même été travaillé, qui a été pensé et qui a fonctionné depuis très longtemps et qui fonctionne toujours. Donc voilà, c'est toujours bien d'explorer une vision, d'explorer une interprétation. C'est aussi bien de revenir aux fondamentaux, quoi. Surtout sur du sérieux, voilà. Oui, quand tu réponds à quelqu'un, en plus, voilà, t'es là pour répondre à une question, t'es pas là pour explorer des visions, explorer des significations. En général, tu le fais, hein, je veux dire, tu vas interpréter en disant... Enfin, tu vas donner plusieurs visions d'une carte avant que la personne... Parce que, en fait, quand tu tires les cartes à quelqu'un, si la personne en face de toi, elle réagit pas du tout, t'as aucune idée si t'es juste ou si t'es faux. Tu vas dire des trucs et tu vas peut-être construire ta vision d'un tirage qui est très bien pour toi, mais qui est pas forcément bien pour la personne. Donc, t'es obligé de prendre un pied, un autre pied, de donner différentes manières de voir les choses. Enfin, je sais pas, tu prends un 6 d'épée, tu vas dire c'est le voyage, ou tu vas dire c'est le voyage et c'est pas la destination, ou tu vas dire c'est protéger les choses auxquelles on tient, ou c'est essayer de s'éloigner des problèmes. Enfin, t'as plusieurs façons de voir la carte. Il y en a une qui va coller. Et en fait, parfois, tu es obligé de passer par un petit peu toutes. Tu sors tout ton référentiel, tu es là. Oui, c'est comme tel truc, ou c'est comme telle chose. Et tu vas donner des images, tu vas reprendre de la pop culture. Enfin, voilà. C'est ça qui est chouette. Et quand tu lis pour toi ou quand peu importe la personne lit pour elle, est-ce que tu penses que la vision elle peut être biaisée justement par est-ce qu'on y lit ce qu'on a envie d'y lire ou est-ce que on avait eu ce débat une fois sur des partages de tirages sur les réseaux sociaux où effectivement la vision partagée n'était pas du tout celle que moi j'avais ressentie et celle que toi tu avais ressentie et c'est vrai que c'est pourquoi ce que nous on y voit extérieurement en plus on est extérieur à la situation, on connaît rien ni personne, enfin voilà, c'est pas quelqu'un qu'on fréquente, quelqu'un qu'on connaît et pourtant on n'y lit pas la même chose. Pourquoi nous on aurait plus raison que la personne qui est concernée et qui le lit pour elle? En fait, là-dessus, j'aurais tendance à faire la distinction entre ce que disent les cartes et ce que la personne a besoin d'entendre. Et je pense que là-dessus, il y a une grosse distinction parce que c'est un peu la manière dont tu vas délivrer un message. Enfin, je vais prendre la carte de la tour pour avoir un truc un peu marqué, un peu. La carte de la tour sort. Techniquement, quand tu interprètes la tour, tu vas dire un événement fracassant. Tu vas dire quelque chose qui va être démoli, quelque chose qui va être voilà assez inattendu, quelque chose de fort, quelque chose qui va déconstruire des choses de manière très importante. Et donc tu peux dire ça à quelqu'un, ou tu peux aussi dire avec cette carte, je vois l'opportunité de construire quelque chose. Je vois un système qui tombe, mais l'opportunité de réutiliser les briques pour construire des choses. Et donc très souvent, en fait, un des travers que moi je vois, c'est que les personnes qui lisent les cartes ont tendance à lire ce qu'elles pensent que la personne a besoin d'entendre. Et donc elles vont effectivement utiliser genre la mort c'est pas grave, c'est génial, c'est la transformation. Ça m'exaspère. Même quand elles le lisent pour elle, du coup. Ouais, ça m'exaspère de ouf. Enfin, oui, la mort, c'est la transformation. Mais la mort, c'est le deuil, c'est la violence, c'est un truc qui est en train de mourir. Tu vas abandonner quelque chose pour pouvoir avancer dans ta vie. Tu vas lâcher un poids majeur, un truc fondamental qui définit ce que tu es, quoi. Enfin, et en fait, des fois, les gens, ils ont juste besoin d'entendre qu'il y a quelque chose qui va mourir. Enfin, je dis pas littéralement, hein, mais je trouve que c'est toujours dangereux d'édulcorer le message en se disant la personne elle a besoin d'entendre un truc sympa. Alors évidemment, il faut que ton tirage à la fin, il donne des pistes de solutions. Il faut que la personne soit pas toute seule avec un tirage, genre je sais pas, ouais, tu tires la mort, la tour, le diable. Bon bah allez, bonne journée, hein, salut. Voilà. Tu peux pas laisser la personne avec ça. Mais tu peux pas non plus lire toutes ces cartes de manière sympa. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas. Si genre t'as la mort, la tour, le diable.
Si tu dis t'es en pleine transformation, tu vas reconstruire des choses et en plus tu vas y trouver un grand plaisir, ça va vraiment tu vas t'attacher à des choses importantes pour toi. Oui, tu peux lire ça, mais tu peux peut-être donner un autre message qui est attention, tu rentres sur une période un peu compliquée. Enfin voilà, si tu rentres vraiment sur une période qui est complexe pour toi, on voit que c'est une période de transformation majeure, un peu violente, un peu rude, quoi. Il va y avoir des événements pas simples. Il va y avoir des personnes qui vont graviter autour de toi qui seront pas forcément bonnes pour toi. Enfin, tu vois, tu peux. Et là, dans ce cas-là, il faut trouver d'autres cartes, évidemment. Il faut tirer des cartes de conseil, il faut tirer des cartes pour aider la personne à avancer. Mais donc, je pense qu'effectivement, d'abord, c'est hyper dur d'être objectif dans une lecture de cartes. Ce qui fait d'ailleurs que tu as plein d'interprétations différentes d'une carte et que tu es plein de visions. C'est parce que c'est subjectif. Donc forcément, ça l'est. Après, le gros problème, c'est que quand ça devient uniquement subjectif et qu'on n'arrive pas à se redonner le cadre de lecture d'un tarot. Je, pour moi, c'est un point fondamental. Enfin, la structure du tarot, elle est faite pour être comprise et lue. Enfin, évidemment, des gens qui ont beaucoup d'intuition, qui ont une connexion avec ce qu'ils veulent, hein, des guides, avec l'univers ou je ne sais pas quoi, ils peuvent prendre le tarot et le lire immédiatement et trouver des choses dedans et passer des messages, etc. Mais quand tu connais le système, quand tu connais ce qu'une carte veut dire et pas l'autre, enfin, tu vois, que veut dire le 10 de bâton que ne dit pas le 10 d'épée et inversement, enfin, tu vois, tu as des cartes comme ça qui sont des cartes un peu fortes. Que dit un 9 de bâton par rapport à un 10 de bâton euh, Et quelle est la différence entre un 9 de bâton et un 7 de bâton? Enfin, tu vois, il y a des cartes comme ça. Graphiquement, tu peux tirer à peu près les mêmes interprétations, mais elles ne disent pas la même chose. Et je pense que les personnes qui perdent un peu trop de vue ce cadre-là ont tendance à rentrer complètement dans la subjectivité et finalement à ne plus entendre le message qui serait le bon pour eux. Donc, ouais, moi bien souvent, d'ailleurs souvent quand on tire les cartes à plusieurs, je dis un truc que Emmanuel Gère m'avait dit. Lis la carte. Ne lis pas ce que tu as envie de... Lis la carte. Et ça, c'est souvent vrai en plus dans les cartes inversées. Les gens qui lisent les cartes à l'endroit à l'envers, euh, les cartes à l'envers, ils n'arrivent jamais à les lire correctement. Et voilà. Et en fait, lis la carte. C'est la carte et la réponse. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller tergiverser sur je sais pas quoi. Voilà. Après, par quoi, ça peut être un peu rude. Et donc, c'est là où il faut être capable, dans son tirage, de se rajouter du conseil, de se rajouter une issue, d'identifier des voies de sortie. Enfin, voilà. Mais oui, je suis d'accord. On voit beaucoup dans les réseaux, beaucoup de grandes subjectivités, ce qui est logique. Enfin, je veux dire, souvent, les gens qui font des tirages sur les réseaux, ils n'expliquent pas quel est leur problème, ou en tout cas pas complètement. Ils expliquent pas la manière dont ils ont forcément formulé les emplacements, ou alors ils les expliquent mais t'as pas complètement la question, t'as pas le sous-texte. Donc évidemment tu connais pas la situation. Donc toi tu vas avoir un message qui est pas le même. Parfois tu as raison, et c'est juste que la personne se voile la face, et ça arrive assez souvent quand même. Parfois tu as tort parce que tu ne connais pas la situation et tu peux pas juger. Enfin voilà, c'est ça qui est très difficile. Et d'ailleurs il y a souvent des gens dans les réseaux qui publient en disant je ne veux pas votre interprétation, je publie la mienne, ne me donnez pas la vôtre parce que tu peux pas savoir. Voilà. Et donc parfois c'est bienvenu de dire aux gens attention, tu débordes du cadre. Enfin reviens vraiment à la bonne vision parce que finalement c'est plus simple que ce que tu vas chercher. Mais ça c'est bienvenu que si la personne est prête à l'entendre. Et en fait moi, je commente pas forcément sur les réseaux sociaux les tirages des autres, en fait. Je les lis parce que ça m'intéresse. Parfois, je suis exaspéré. Et c'est pas jugeant ce que je dis. C'est juste que je me dis, mais putain, ça dit pas du tout ça. Enfin, et je vois ce qui serait bon à dire à la personne. Et en même temps, je ne m'autorise pas à le faire. Parce que c'est pas à moi de le faire. Enfin, voilà, oui, oui, et puis effectivement, le partage n'est pas fait dans ce but-là. Donc, tout à fait. Non. Et les avis, les conseils non sollicités sont à proscrire, même si parfois on a l'impression qu'on pourrait potentiellement aider, ne serait-ce qu'à voir peut-être le tirage d'une façon un petit peu différente, mais c'est pas la porte. Souvent, on voit dans le ton de la publication, hein. Enfin, la manière dont la personne écrit la publication. En fait, si tu vois que c'est un ton agacé, énervé ou déprimé, tu sais que de toute façon, ça sert à rien de donner ta vision des cartes parce que c'est pas l'objet. Enfin, la personne est en train de vivre une émotion qu'elle transcrit dans ses cartes. Et donc, de toute façon, tu peux donner toutes les interprétations que tu veux, tu seras pas entendu, tu seras pas écouté, ça sert à rien. Donc, enfin, je trouve qu'effectivement, les conseils non sollicités,
ça apporte rien à la personne à part de l'agacement en général, parce que elle est en train de vivre son émotion, quelle qu'elle soit, et toi tu viens dire mais t'as pas rien compris, t'as rien compris ma pauvre fille, pas du tout ça qu'elles disent les cartes. Et évidemment, enfin tu vas te faire Ou bouler, mon mais pauvre évidemment. garçon, soyons. Comment? Ou mon pauvre garçon, Bien soyons. sûr, bien sûr, bien sûr. Soyons gender neutral. Ouais, ouais. Non, mais oui, oui. Bah, les réseaux sociaux. Enfin, c'est pour ça que moi j'avais fait un compte avec des exercices parce que ce que je voulais c'est que les gens puissent en parler, enfin, en parler vraiment. C'est-à-dire que ce soit un truc qui les concerne pas. Enfin, tu vois, je mettais pas des exercices avec des tirages pour des vrais gens. Je mettais des questions, genre, je sais pas, je créais des profils tout à fait incongrus. Je faisais des cas pratiques. Et je disais, bah, j'inventais une histoire dans ma tête. Je disais, Marco va consulter parce que j'en sais rien, il vient d'avoir une proposition d'emploi, mais il se trouve qu'en même temps son ancien patron vient de relancer, quel choix il doit faire, et je tirais des cartes et les gens sont vraiment déconnectés du truc, ils peuvent parler. Quand tu es hyper concerné par le sujet, quand tu vois que c'est des questions ultra personnelles, ça sert à rien d'aller parler. Enfin, ma conception c'est que la personne elle doit vivre son truc et de toute façon elle t'écoutera pas et donc faut laisser vivre, voilà. Merci beaucoup. Juste, j'avais envie de finir par des tops et des flops de jeux et de livres, parce que je pense que ça peut intéresser des personnes d'avoir des avis, des recommandations de livres pour cette année 2024 qui débute à peine, pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans Quelqu'un qui l'exploration. débute. Non, pas forcément, mais quelqu'un qui voudrait... toi, en termes, si tu devais conseiller des lectures, des visions, des jeux pour justement l'apport qu'il pourrait apporter. Pas très beau l'apport qu'il pourrait apporter, mais bon, voilà, l'idée est là. Ouais. Tu me donnes juste une seconde, je vais les attraper dans la bibliothèque. Alors, je dirais celui-là. Celui-là, clairement. Bon, déjà, ça c'est pas mal. Tiens, allez, je t'en donne 3. Allez, c'est 3 tops. Ouais, plutôt 3 tops. Des flops, pour moi, les flops, c'est ceux qui sont tous identiques, là. J'en ai quand même une tripotée, mais bon. Est-ce que, juste, ça me fait penser à une question subsidiaire. Est-ce que tu trouves des ressources top en français aujourd'hui, ceux dans l'univers du tarot? Bah écoute, dans mes 3 tops, j'en ai 2 en français et 1 en anglais. Ah, bah écoute, alors allons-y, top. Alors, bah, le premier, mais ça c'est plus si tu veux faire des tirages pour explorer les cartes de tarot, c'est Rendez-vous avec les arcanes du tarot, c'est Loastrega, Cécilia qui a fait ça. Je trouve que pour le coup, il est vraiment très bon. Il est simple, il est très facile d'accès. Pour chaque carte, tu as une petite description de la carte, tu as les points forts, les points faibles, et tu as un tirage associé avec une question. Genre, je sais pas, là j'ai sous les yeux la grande prêtresse. Le tirage associé, c'est le tirage de la quête spirituelle. Et tu as un petit tirage en 5 emplacements qui te permet de faire de l'introspection et de découvrir les choses. Elle a fait ça pour toutes les cartes. C'est quand même un boulot astronomique. Je trouve que c'est hyper bien fait. La seule critique que j'aurais sur ce livre, c'est qu'il manque pour moi un sommaire des tirages. Parce qu'en fait, tu sais, les tirages, bah, parfois, quand tu maîtrises bien le tarot, tu vas aller chercher la carte qui répond à ton problème. Genre, je sais pas, j'arrive pas à retrouver de l'équilibre dans ma vie. Tu vas aller ouvrir le bouquin au 2 de denier, par exemple, et tu vas aller voir quel est le tirage et s'il répond à ton besoin. Attends, je le fais en même temps que je regarde. Tu vois, tirage de l'équilibre. Voilà. Donc, quand tu connais un peu, tu te repères assez vite. Mais néanmoins, parfois, elle a fait des tirages que bah, tu n'auras pas forcément associé à ça. Genre, par exemple, tu vois, le 4 de denier, elle a appelé le tirage des ressources. Bah, j'aurais pas forcément été chercher ça là. Voilà. Et donc ça, typiquement, c'est le seul truc qui manque, c'est la seule critique que j'ai sur ce bouquin, parce que pour le reste, je trouve que c'est hyper bien fait. Et c'est une méga ressource. Genre, des fois, tu as une question et tu n'arrives pas à la formaliser. Si tu arrives juste à formaliser dans quel domaine elle intervient, quelle est la carte qui correspond, tu vas chercher ton tirage et tu le fais. Et je trouve que c'est vraiment top pour les gens qui veulent progresser dans les tirages. Après, j'ai choisi Le tarot par la pratique de Sébastien Michel. Ok, je ne connaissais pas. On est sur du Marseille là plutôt, mais... On est sur du Marseille, mais je le recommande quand même, y compris pour des gens qui veulent lire du weight, parce que ce que je trouve génial... Alors il y a celui-là et il y a le théâtre des cartes. Ouais, le théâtre du tarot. En fait, il en a fait 3, et le troisième, c'est le tarot coaching.
Et les deux là, à la fois celui-là, le tarot par la pratique et le théâtre du tarot, je les trouve excellents parce que d'abord, ils te réexpliquent les règles picturales qui ont conduit à la création du tarot que tu retrouves dans le tarot de Marseille. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Quand le personnage regarde à gauche, quand il regarde à droite, en bas, quels sont les éléments, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ensuite, il revient vraiment aux archétypes de base et je trouve que c'est hyper pédagogique, hyper clair. Genre, il te met à l'endroit les principes, 3 mots-clés, à l'envers, 3 mots-clés, la progression, la maîtrise, l'autonomie, l'indépendance. Enfin, je trouve que c'est hyper lisible, hyper bien fait. Et pour des personnes qui, par exemple, n'arrivent pas justement à faire la distinction, je parlais tout à l'heure, impératrice, reine de bâton, reine de coupe. Alors, il décrit pas du tout les mineurs, hein, il reste que sur les majeurs. Mais je trouve que l'archétype, par exemple, de l'impératrice est hyper clair. Voilà. Et il varie de ce qu'on se dit. Souvent, on dit l'impératrice, c'est la création. C'est la mère, c'est machin. Là, tu vois, l'impératrice, c'est le cerveau, c'est les idées, les papiers, les plans, l'écriture, l'étude, la lecture. C'est planifier, concevoir, élaborer, penser, projeter, visualiser. Et je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, ce que j'aime beaucoup dans sa vision, c'est que tu vois, l'impératrice conçoit, pense, c'est une architecte. En gros, elle te fait des plans, et l'empereur, il met en œuvre. Et il construit, il pousse, il fait avancer les projets. Et je trouve que ce duo-là, il marche vachement bien. Et je trouve qu'il marche bien aussi avec le Rider-Waite-Smith, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de s'arrêter à c'est de la création. Tu vois, parce que sinon, tu vas assez vite tomber sur pas grand chose à dire. Ah, c'est création. Voilà. Donc, tu vas être enceinte. Voilà. Je sais pas ce que tu vas dire d'autre, mais t'arrives vite à la limite. Alors que si c'est penser, c'est concevoir, c'est créer, c'est rendre réel quelque chose que tu as dans ta tête. Tu vois, c'est mettre au monde une idée en la rendant concrète, en créant quelque chose tu vois, tout d'un coup, l'impératrice prend un pouvoir que t'as pas si tu dis juste, c'est la mère. Tu vois, alors, force mère, je veux dire, c'est pas du tout une critique. C'est hyper dur d'être une mère, j'en suis sûr. Mais bon, voilà, je trouve que pour l'interprétation de la carte, c'est bien de se donner un peu de latitude. Et le dernier que j'ai pris, c'est Tarot for Change de Jessica Dor. Alors, je sais pas si on dit Dor, Doré, je sais pas comment on dit. C'est hyper bien foutu. Alors, c'est une nana qui a une licence de travailleur social et qui étudie le tarot, la psychologie, et donc elle a fait. Alors pour le coup, c'est pour chaque carte, elle dit quelque chose. Mais en fait, ce que j'aime, c'est qu'elle n'interprète pas la carte. C'est pas juste le 4 de coupe veut dire ça, et nanana, et c'est ça les mots clés. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle raccroche ça à son métier, à des choses qu'elle a eues dans des tirages, à des situations qu'elle a croisées. Et en fait, c'est presque une discussion autour d'une carte. C'est sa vision de la carte qu'elle te raconte. Et je trouve que c'est hyper lisible, hyper bien fait. Alors, je crois pas qu'il existe en français. Donc, il faut le lire en Je pense anglais. pas, Quoi. non, mais Je crois pas. Mais pour le coup, moi, j'ai adoré le lire et j'adore y revenir. Je trouve que souvent, elle donne une vision vachement intéressante des choses. Voilà pour les tops. Les flops, je sais pas, il y en a un bon paquet, je pense. non, on n'est pas obligé. Les tops, c'était déjà pas mal. Et tes tops en tarot, du coup, ou tes meilleures surprises, je suis obligé de parler de ce jeu-là. Le Belzoquier. Ça, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, c'est déjà. Belzoquier incroyable, donc ça je vous invite à aller regarder son travail sur les réseaux sociaux. Belzoquier, c'est une créatrice française tout à que fait. tu as rencontrée en Normandie, je crois, avec l'association Étrange Tarot. Absolument, ouais, elle était là pour le premier week-end. Elle était venue, en fait elle avait fait, elle a créé entièrement son tarot. En fait elle est dessinatrice, illustratrice, elle a plein de cordes à son arc. Elle a créé plein de trucs, je voudrais pas la restreindre à dessinatrice parce que je pense que c'est pas juste. Mais elle a plein de cordes à son arc et elle a dessiné intégralement un tarot, donc le Belzoquier, qu'elle a fait sérigraphier entièrement et qu'elle a aussi peint, verni intégralement à la main. Donc je veux dire, c'est une œuvre d'art qu'on tient dans ses mains. Je veux dire, c'est en exemplaire numéroté. C'est incroyable, quoi. C'est un taf de dingue. Et alors, évidemment, il peut être un peu fragile. C'est pas le jeu qu'on va abattre. Voilà, mais il est. Oui, et pas forcément disponible, accessible, du fait que ce soit une édition limitée. Et bon, il est pas si cher que ça en vrai. Je sais plus combien il le vend sur son site, mais je pense qu'on est autour des tarifs du Black. Du True Black. True Black, voilà, exactement. On doit être à peu près dans ces eaux-là. Donc, il n'est pas non plus hors de prix pour un tarot de cette qualité-là et de cette quantité de taf. Elle dit souvent c'est son Horcrux.
mais je le crois. Enfin, je veux dire, il y a un bout d'âme dans ce jeu-là. Il y a quelque chose, quoi. Il y a un travail de fou. Donc là, c'est un vrai gros top, je pense. Un méga coup de cœur. Et puis, à la fois pour la créatrice, qui est incroyable, et pour le tarot en lui-même. Après, j'ai déjà parlé du Fiodor, mais le Fiodor, inlassable, ce jeu est juste dingue. Je l'aime beaucoup, beaucoup, Qui est beaucoup, beaucoup. édité en anglais aux éditions US Games. Ouais. Disponible un peu partout, disponible régulièrement sur la boutique du Salon des Arcanes aussi. Je m'approvisionne assez régulièrement. C'est vrai que ça fait partie, je pense, déjà en partie, et puis qui restera probablement parmi les incontournables et les références assez marquées de ces dernières années. Ouais. Ce design hyper, je trouve, j'allais dire slave. Enfin, il y a un côté, Europe de l'Est, puis pas que, en fait. Il y a plus, selon les suites, il a pris plusieurs orientations, etc. Il est hyper inclusif, il est queer, mais pas que. Enfin, il y a plein de trucs dans ce tarot, et il est vraiment trop beau. Enfin, la patte graphique est dingue. Et sinon, peut-être pour changer un peu des jeux qu'on voit partout, le Fortuna. Ok, Fortuna le Tarot Fortuna Deck. du studio Artemi de mémoire. Alors, ça, c'est une très bonne question. Oui, c'est ça. Qui existe en version améthyste violette, émeraude verte, Vert et doré, ouais. opalomane en un peu mix plusieurs Ouais, plein de couleurs, couleurs, ouais. et qui sort là très prochainement en version obscura, une version noire et avec des reflets rouges, je crois, de mémoire. Tu me donnes une seconde, on a sonné à ma porte. Ah, d'accord, Désolé. vas-y. Oh, je couperai si besoin. Désolé, les affres du direct, j'espère que tu pourras couper ça. Oui, normalement j'ai un logiciel qui coupe automatiquement les silences, mais je vérifierai quand même avant de Ouais, c'est cool. d'oublier. Ouais, donc on disait, le Fortuna, moi je le trouve super beau. Enfin bon, graphiquement, c'est pas pour les débutants, hein. Clairement, c'est pas, tu trouves rien sur le graphique. C'est très symbolique, très minimaliste. Très minimaliste. En plus, les suites ont été complètement repensées. T'as les talismans, t'as les chandeliers. Enfin, c'est vraiment très différent. Et en même temps, c'est sur un système Rider-Waite-Smith classique. Et moi, je l'aime beaucoup parce que déjà, graphiquement, je kiffe vraiment. Et le livret, franchement, c'est un petit livret, mais la somme d'informations qu'il y a là-dedans sur à la fois l'interprétation des éléments, l'interprétation des planètes, des machins comme ça. Enfin, je trouve il est vraiment passionnant, quoi. Vraiment, vraiment passionnant. Voilà. Et bon, si je devais en dire un autre, je dirais le Lilifère. Voilà. Ok. Il y a une créatrice française expatriée aux États-Unis, mais donc le Lilifère, il est en anglais, pardon. Ouais. Il est en anglais, mais la créatrice est française, Marion Constanti, quelque chose comme ça. Je vais Oui, écorcher son nom, je pense, mais peut-être, je sais plus. je regardais si je l'avais à côté, mais je ne l'ai pas si je l'ai là. Mais le Lilifère, oui, tout à fait, qui est sorti en édition Gold. Elle a fait une nouvelle édition il y a pas longtemps. Marion Constantin. Constantin, j'étais presque. Ouais, pas loin. Ouais, très beau aussi. Alors pour le coup, pareil, pas pour les débutants parce que très minimaliste, très une vraie vision pour le coup. Mais j'adore la patte graphique. Enfin, ça fait partie de ces jeux où de prime abord, je me suis dit, oh non, pas ce truc. Et finalement, aujourd'hui, ça fait partie de mes jeux préférés. Voilà. Est-ce que ça Merci fait beaucoup. Ça suffisamment de fait un taf? peu plus d'1 heure et demie. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On aura peut-être d'autres occasions sur d'autres sujets ou d'approfondir. En tout cas, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Encore une fois, on a parlé beaucoup de cas d'exaspération, de choses, de travers des réseaux sociaux qui pouvaient t'exaspérer, te peser, etc. Ouais, c'est parce que je suis dans cette période-là. Mais je pense que l'année qui vient de passer était une année lourde pour tout le monde. Et pour moi, elle a été particulièrement lourde. Enfin, je veux dire, professionnellement, ça a été une année épuisante. Oui, tu as mené un projet et tu l'as mené à bien, donc félicitations encore une Ouais, fois. merci beaucoup. Mais du coup, enfin voilà, ça a été épuisant. Et je pense que du coup, même moi, des choses qui m'auraient pas gêné, je pense en temps normal, sont devenues, ont pris des proportions pas possibles. Enfin voilà. Mais bon,
Oui, et encore une fois, on ne vise, ça ne vise personne. Moi, je dis souvent dans mes vidéos qu'on ne parle toujours que de soi de toute façon, hein, Bah oui. Mm. évidemment, ça ne vise personne, ça vise certains travers, notamment de la technologie. On aurait pu parler de l'IA d'ailleurs, mais en parlant de technologie, mais Mm. Pour un si tu prochain en deux épisode, mots, du allez, coup, en deux sur le mots, si sujet. tu as un truc à dire sur le sujet de l'IA, comme tu es Euh, quand même un collectionneur, tu fais partie de ces collectionneurs quand même. ouais. Bah, j'en ai qui sont faits par l'IA. Bah, j'ai celui de, comment ça s'appelle, de Yéna. J'ai le Abetrot Tromtaro, là. Je sais pas si tu vois lequel c'est. Ok, ah ben, je connais pas. Qui est fait aussi avec de l'IA, alors qui est fait sur la base de recherche graphique, etc. Il y a un vrai parti pris aussi Ok. sur l'imagerie. Il est vraiment très beau. Mais il est fait avec de l'IA aussi. Bah, Ah oui, je l'ai vu passer, je crois que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que ouais, je m'en souviens. avec ces coins un peu caractéristiques, avec des couleurs selon les suites. Et ben, en fait, je suis assez partagé. C'est-à-dire que, effectivement, quand je retrouve d'abord l'imagerie qu'on a beaucoup vu sur les tarots de l'IA, avec ces trucs hyper, avec beaucoup de dessins partout, là, enfin, hyper reconnaissable. Ça, moi, je peux plus. Je trouve que c'est déjà devenu old school. C'est marrant. Enfin, ça fait partie des trucs que j'ai plus trop envie de voir dans des jeux. Ensuite, globalement, je suis toujours gêné par la question du droit d'auteur et de ce qui fait que l'IA est capable ou pas de pomper le boulot de gens, quoi, enfin, de gens vivants. Enfin, parce que finalement, que ça pompe le boulot de gens morts, ça me dérange moins. Des trucs qui sont plus sous droit d'auteur ou quoi, ça me gêne moins. C'est vrai que c'est toujours assez gênant de retrouver la patte graphique de quelque chose qui existe par ailleurs. Euh, j'ai pas de religion hein, sur l'IA, je dois avouer. Ça me gêne. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et en même temps, je suis pas non plus à m'interdire d'en avoir. Euh, voilà, je, j'en ai très peu. Hein, on va pas se mentir, j'en ai très peu. J'ai plutôt tendance ces derniers temps à privilégier vraiment les tarots de créateurs. Donc voilà. Mais donc la plupart du temps, en fait, c'est pas de l'IA. Enfin, il y en a très peu de tarots de créateurs qui sont faits par l'IA. Et, euh, et voilà, je sais pas quoi dire de mieux que ça, parce qu'en fait, j'ai pas de, ça me gêne, effectivement, qu'il puisse y avoir une certaine spoliation, à la fois de droit, d'image, et puis de capacité à travailler aussi. Enfin, je veux dire, quand on utilise l'IA et qu'elle pompe tout un style graphique, bah, la personne qui fait ces graphiques-là, elle aurait pu être embauchée pour faire le tarot. Alors, ça, c'est toujours hyper gênant. Et d'un autre côté, enfin, je trouve que c'est tellement un champ, enfin, je parlais tout à l'heure de Procreate, que je trouve génial sur la manière de créer, enfin, l'IA, c'est aussi un potentiel créatif de dingue. C'est-à-dire que les personnes qui ont des idées dans leur tête et qui auraient jamais osé parce qu'elles savent pas dessiner, parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer un artiste pour faire 78 dessins sur le sujet, elles peuvent créer un truc, quoi. Et donc c'est pour ça que je suis partagé. C'est à la fois un potentiel de libération et de création qui est dingue, et en même temps, c'est un potentiel de spoliation et juste de vol de personnes qui est aussi dingue. Euh, voilà, donc j'ai pas de religion là-dessus, si ce n'est que c'est toujours un peu gênant. Donc j'en achète pas trop. Il faut vraiment, pour que j'en achète, que il y ait une grosse recherche graphique euh, et que ce soit pas le truc tout bizarre des débuts là, du début de l'IA. Voilà, pour ce que je peux en dire. Ben, merci beaucoup. Du coup, on va terminer là-dessus. On a pas mal traîné déjà Hyper long. plus que de mesure. J'espère que nos auditeurs auront passé un agréable moment. En tout cas, moi, j'ai été ravi d'échanger sur ces sujets qu'évidemment je trouve passionnants. Sinon, je ne ferais pas ce que je fais. Euh, J'espère que ça a été pour toi pour ce premier épisode de podcast et puis premier épisode de l'année. Bah oui, clairement. Après, on a beaucoup digressé, donc j'espère pas avoir dit trop de conneries et que des gens se sont pas sentis visés, parce qu'effectivement, c'est pas le cas. Comme tu disais, on parle de soi, et je pense que c'est vrai. Je parle plus de moi que du reste, mais en tout cas, si je peux dire un mot en conclusion, pour moi, ce serait vraiment discuter, échanger, co-construisez, appréciez la vision des autres, ouvrez-vous à la vision des autres sur le monde, et vous serez que des meilleurs lecteurs de tarot. Voilà. Et ben, c'est un beau message pour ce début d'année. Merci beaucoup. Avec plaisir. On te retrouve sur les voies du fou, mais de façon, voilà, un petit peu. Dilettante en ce moment, peut-être plus bientôt, peut-être moins, j'en sais rien. Je pense que j'ai besoin de créer des trucs et de lancer des dynamiques, donc je le ferai.
Est-ce que ce sera sur Instagram? Est-ce que ce sera en dehors? L'avenir nous le dira. Et en off, je te disais que tu étais mon 3e invité et qu'en fait, ça correspondait du coup à la carte de l'impératrice. Et donc, c'était... Voilà, on finit là-dessus sur ce... On boucle la boucle. Et puis peut-être qu'un jour, on aura un tarot nounours. C'est pas. J'espère que j'arriverai au moins à finir le truc. Après, est-ce qu'il sera commercialisé, mis à disposition? J'en sais rien. Mais ne serait-ce que pour moi, le finir, ça serait cool. Finir ce projet. C'est tout ce que je peux te souhaiter pour cette année 2024. Cool. Mes meilleurs vœux à nouveau à toutes nos auditeurs, auditrices, même si bon, vous écouterez peut-être pas cet épisode début janvier, mais peu importe, en tout cas, je vous souhaite évidemment toujours le meilleur, de prendre soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Voyage en Cartothèque. Merci Grégory pour ce voyage, à bientôt. Salut.